Bonjour à tous, dans cette vidéo on essayera de comprendre pourquoi les Inuits n'ont jamais été mesurés en cétose nutritionnelle dans leur environnement naturel en tous les cas, comment ils parvenaient à obtenir plusieurs dizaines de grammes de glucides par jour, même parfois quelques centaines de grammes, tout en maintenant une alimentation essentiellement carnivore, quel a été l'impact de leur diète sur leur santé, pourquoi ces chasseurs hors du commun ils s'entêtaient à consommer de la viande putréfiée, mais putréfiée d'une manière bien particulière alors qu'ils avaient accès à de la viande fraîche de manière régulière, et aussi, quelles sont les principales différences entre la diète traditionnelle des Inuits et la diète carnivore du XXIe siècle, avec quelques points qui peuvent être utiles peut-être à ceux qui suivent ce type de diète. En tout cas, on va essayer d'ouvrir quelques portes à ce niveau-là. Vous savez que j'ai aussi pratiqué la diète carnivore par le passé, et c'est durant cette période que j'ai commencé en fait à étudier la diète des Inuits. J'avais beaucoup de questions à ce niveau-là, parce que c'est un thème qui est régulièrement évoqué quand on est dans le milieu carnivore. Donc j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, j'ai continué à les faire par la suite. Donc c'est l'occasion aussi de faire une vidéo finalement pour pas que ces recherches elles ne servent qu'à moi. Donc on va aborder plein de choses durant cette vidéo, ça intéressera peut-être pas tout le monde autant que moi, mais disons qu'il y a beaucoup d'anecdotes sympas, vous verrez que les Inuits c'est une population qui a je dirais des méthodes traditionnelles assez intéressantes et qui évidemment vit dans un milieu très particulier, assez extrême. Je suis très content de vous proposer une nouvelle vidéo après une longue pause. J'ai eu beaucoup de travail de mon côté avec des clients. J'ai aussi monté mes deux programmes phares, un programme sur les oxalates, un programme sur le métabolisme, toutes les manières en fait de retrouver un métabolisme de feu. Vous trouvez des infos là-dessus sur mon site internet si ça vous intéresse. On m'a aussi demandé d'écrire un article pour la revue Alternative Bien-être, même plusieurs articles. Le premier devrait être publié prochainement, si ça vous intéresse. Il traitera des causes potentielles au niveau alimentaire de l'obésité, du diabète, de ce type de maladie. Et j'aborderai en détail en fait toute la problématique des huiles de graines et de noix, un sujet qui est cher à beaucoup d'entre nous. On m'a demandé plusieurs fois d'écrire un article là-dessus sur mon site ou d'en faire une vidéo. Vous trouverez dans cet article pas mal d'informations là-dessus. J'ai travaillé assez longtemps sur cet article et j'espère que ça intéressera du monde. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, de l'alimentation traditionnelle des Inuits. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser aux Inuits, fondamentalement? Les Inuits, ils ont été étudiés ou cités en exemple par de nombreux courants en nutrition pour appuyer diverses théories ou recommandations nutritionnelles, fondamentalement. Donc c'est évident qu'en tant que nutritionniste, on finit par s'y intéresser. L'exemple typique, c'est déjà les carnivores. Pourquoi? C'est logique, hein, les Inuits, c'est le meilleur exemple d'une alimentation traditionnelle qui est quasi exclusivement carnivore, comme on le verra. C'est aussi pas mal évoqué dans certains milieux cétogènes, typiquement, parce qu'on a théoriquement une diète qui est très pauvre en glucides et très riche en graisses, et on verra ce qu'il en est réellement. Le courant anti-cétogène a aussi pas mal abordé le sujet des Inuits, notamment aux États-Unis, en s'intéressant en fait à une sélection évolutionniste qui est paradoxale contre la capacité de cétose sur le gène CPT1A. Donc c'est un thème assez complexe que je ne veux pas détailler dans cette vidéo, on l'abordera dans une vidéo ultérieure, la CPT1A. Je ne suis pas d'accord avec l'argument, je dirais, anti-cétogène, je ne pense pas que ce soit je dirais une adaptation contre la cétose, la CPT1A, comme on en discutera. Je suis pas totalement anti-céto à tout prix. Le camp pro-vegan a aussi pas mal mis en avant les Inuits d'une manière un peu biaisée, à mon sens en tous les cas, en expliquant que leur espérance de vie elle était faible et qu'ils avaient beaucoup de maladies cardiaques. Le problème c'est que, comme on le verra, ils s'appuyaient principalement sur des études en fait qui n'étaient pas faites sur des Inuits en diète traditionnelle, mais sur des Inuits qui avaient déjà intégré des produits issus, on va dire, du monde occidental, avec des aliments raffinés, ultra transformés, et les Inuits sont particulièrement mal adaptés à ces produits-là, donc ça provoque très rapidement des gros problèmes, en fait. Ça tient non plus pas compte de l'environnement extrême dans lequel vivent les Inuits. Hein, la plupart d'entre nous auraient de la peine aussi à survivre dans cet environnement, et probablement que notre vie serait peut-être un petit peu raccourcie dans un tel environnement. Et évidemment, il y a une mortalité infantile qui est assez élevée chez les Inuits, comme chez tous les peuples traditionnels, hein, évidemment.
parce qu'il n'y a pas les soins, il y a beaucoup de mortalité infantile, mais chez les Inuits, il y a encore quelque chose de particulier qui est lié aussi à ce qu'on a parlé avant, la CPT1A, ce polymorphisme génétique particulier, qui fait que il y a une mortalité accrue chez les enfants, qui se retrouvent parfois dans ce qu'on appelle une hypoglycémie hypocétonique. Donc vous n'avez pas assez de glucose dans le sang, mais pas assez de corps cétonique. Et là, vous avez des enfants qui décèdent, parce qu'évidemment, si ça arrive, très rapidement, le cerveau ne peut plus fonctionner. S'il a ni glucose ni corps cétonique, c'est vite la catastrophe. Si vous n'avez pas un hôpital à proximité, c'est très vite la cata. Donc c'est des éléments intéressants. La sphère aussi prométabolique a mentionné ou s'intéresse aux Inuits, notamment pour l'impact des acides gras polyinsaturés, notamment des oméga 3, sur la santé. Et là, il y a un lien évident aussi avec la CPT1A, comme je vous dis, on abordera ça dans une vidéo ultérieure. Et puis, on a d'autres personnalités dans le domaine de la santé francophone qui se sont intéressées aux Inuits. On peut citer par exemple le docteur Georges Mouton, qui s'est intéressé au génotype des Inuits. Je sais qu'il s'y intéresse encore, probablement qu'il en reparlera de son côté. J'ai eu quelques échanges intéressants avec lui là-dessus. Comme on verra, sur les Inuits, il y a de nombreuses contradictions, il y a beaucoup de mythes, chacun essaie de tirer un petit peu la couverture à soi. On va essayer aujourd'hui d'avoir un regard assez complet, en essayant d'être un peu neutre. Évidemment, c'est jamais totalement possible d'être neutre, hein, ça j'en suis tout à fait conscient. Donc, de votre côté, faites vos propres recherches, n'oubliez pas que ce qu'on vous dit, ce qu'une personne, un professionnel de santé ou un influenceur vous raconte, même si c'est sincère, c'est pas forcément juste, c'est pas forcément vrai. Moi-même, je peux me tromper sur beaucoup de choses, peut-être même sur tout. Je pense pas, hein, sinon je changerais ma manière de faire ou de penser. Mais personne n'est à l'abri de ça, donc euh, voilà, prenez pas tout au pied de la lettre, testez sur vous les choses, testez les différentes diètes sur vous, si vous le désirez. Si vous êtes en parfaite santé, il n'y a pas de raison de changer ce que vous faites, à mon avis. Maintenant, si vous avez des troubles de santé, essayez de mettre en place des changements, soit par vous-même, soit en consultant des professionnels. Laissez-vous un peu de temps, mais on n'a pas besoin de 3 ans pour se rendre compte si un changement alimentaire nous convient ou pas, hein. Moi, j'estime qu'entre 2 et 4 mois, c'est largement suffisant. Je sais que certains ne sont pas d'accord, on va vous dire qu'il faut une année ou deux pour voir si, par exemple, la cétose, ça vous convient. Là-dessus, je suis pas d'accord, mais bref, ça, c'est des autres sujets. Laissez-vous un peu de temps et ne vous entêtez pas. Si ça ne fonctionne pas pour vous, essayez autre chose, tout simplement. Moi, je le vois maintenant en pratique, avec l'expérience. Il y a des choses qui marchent très bien avec beaucoup de gens, et puis avec certains, ça marche pas. Parfois c'est contextuel, je veux dire, c'est des choses qui peuvent fonctionner quelques mois plus tard, mais sur le moment, ça va pas, parce qu'il y a une dysbiose, il y a une fragilité intestinale, il y a une intolérance à certaines molécules toxiques qu'on a dans les végétaux, typiquement, qui doivent être détoxifiées par le foie. Si on a des problèmes au niveau de la sulfation ou d'autres voies de détoxification, il faut d'abord les résoudre. Si vous essayez d'insister à ce moment-là, ça va être la cata. Donc voilà un petit peu pour cet aparté, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Dans ce premier épisode, on va parler principalement de la diète des Inuits, on va aller voir du détail là-dessus. Et dans le deuxième épisode, qui viendra ultérieurement, là on abordera vraiment l'aspect CPT1A, impact génétique de leur environnement et de leur diète. Ce qui va nous intéresser, c'est les Inuits traditionnels et pas les Inuits modernisés, évidemment. À l'heure actuelle, ça devient très compliqué de mener des études sur les Inuits traditionnels. Il y en a probablement plus aucun en fait qui suit vraiment une alimentation à 100% traditionnelle comme ils avaient encore il y a une centaine d'années. Donc les Inuits, où est-ce qu'on les trouve, où est-ce qu'ils vivent, quel est leur environnement? Les Inuits, ils vivent grosso modo dans la partie nord du Canada, le Groenland, toute cette zone que vous voyez ici à l'écran. Donc, ce que vous voyez en trétillé, c'est assez intéressant, c'est la limite des forêts. D'accord? Donc, pour vous prendre un peu de recul, si vous regardez la carte ici en bas, ce qu'on voit ici, hein, c'est le nord du continent nord-américain, hein, c'est le nord de l'Amérique. Donc, on est sur le nord du Canada, avec ici l'Alaska, vous avez le Groenland ici. Hein, c'est un peu vu depuis au-dessus du globe, c'est pour ça que ça peut vous paraître déformé si vous avez l'habitude d'avoir une carte en plan. Donc là, vous voyez en fait entrétiller la limite des forêts, c'est-à-dire que au nord, hein, ici, il n'y a plus de forêt, ou quasiment plus rien. Au sud, ici, on a des forêts, des grandes forêts de conifères, etc. C'est un aspect important parce que les Inuits en fait vivent dans un environnement où il n'y a quasiment pas de forêt. Et on sait que la forêt, elle adoucit le climat. La forêt, pour les hommes, elle permet aussi en fait d'obtenir du bois de feu, hein, du bois de chauffage. Donc elle offre de nombreux avantages. On peut aussi construire grâce aux troncs d'arbres.
Donc les Inuits, ils se sont adaptés à un environnement très particulier. Ça, c'est important à comprendre. Les Inuits sont répartis dans toute cette zone que vous avez ici en violet sur ce bout de carte, ici. Donc vous voyez qu'on est pratiquement tout le temps, enfin on l'est, hein, on est tout le temps au-dessus de la limite des arbres, mis à part peut-être maintenant dans cette zone. Alors évidemment, les arbres, ils bougent un petit peu, hein, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, la limite des arbres, c'est le trait rouge, et évidemment, comme le climat il évolue, etc., on fait certaines projections, donc on estime que la limite des arbres, elle va comme ça un petit peu progresser. Donc ça bouge un petit peu, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a certains Inuits qui vivent dans des régions où il commence à y avoir des arbres, donc évidemment ça modifie un petit peu leur mode de vie. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que juste au sud de la limite des arbres, en fait, il y a d'autres peuples dans les territoires du nord-ouest, qui sont aussi des peuples autochtones, assez proches en fait des Inuits, sur plein d'aspects, mais qui ont évolué relativement différemment. On le verra en particulier dans l'épisode sur la CPT 1A. Ces peuples-là, comme ils vivent dans un environnement forestier, ils ont finalement des mutations génétiques différentes. En tout cas, ils n'ont pas les mutations génétiques que les Inuits ils ont. Sachant qu'une des grosses différences qui est induite par la présence ou non de forêt, c'est que là où il n'y a pas de forêt, vous n'avez pas les mêmes animaux non plus qui vivent. C'est-à-dire que dans les forêts, vous allez trouver beaucoup plus facilement d'animaux, de végétaux à manger, etc. Tandis que quand vous êtes au nord, dans la zone arctique où il n'y a pas du tout de forêt, c'est principalement des animaux marins, que ce soit des mammifères marins ou des poissons, qui vivent dans ces régions-là, et des oiseaux aussi, évidemment. Histoire de poser un peu le cadre de la diète et un petit peu du mode de vie des Inuits, on va brièvement aborder, ou aller lire certains passages de ce papier scientifique qui a été publié dans le journal de l'Association médicale canadienne en 1936. Donc l'objectif du gouvernement canadien était de déterminer l'état de santé général des Esquimaux, de savoir si le contact avec la civilisation était à l'origine de leur détérioration, et dans l'affirmative, d'en déterminer les causes. Dans ce papier, 389 Esquimaux ont été examinés, c'est-à-dire plus de 10% de la population des Esquimaux de l'Est de l'Arctique. Ils ne sont pas des millions, hein, les Esquimaux, donc quand vous en étudiez quelques centaines, ça représente une grande partie d'entre eux. Enfin, ça représente une partie significative d'entre eux, en tous les cas. Donc le papier traite de beaucoup de sujets, si ça vous intéresse, allez-y. Là, j'ai surligné un petit peu ce qui concerne principalement les aspects qui nous intéressent, les aspects nutritionnels. Ce qu'on peut lire, par exemple, ici, c'est qu'il n'y avait pas de cétone dans les urines, et celui qui écrit l'article dit qu'à son avis, c'est pas un mystère, parce que ces personnes ne suivent pas un régime gras protéiné aussi pur qu'on le croit généralement. Et lui explique que les Inuits consomment des glucides durant environ 2 mois sous forme de myrtilles. Alors bon, c'est pas une explication qui me convainc beaucoup, parce que bon, il pourrait très bien être en cétose nutritionnelle le reste de l'année, et évidemment quelques dizaines de grammes de glucides sous forme de myrtilles pendant une petite période, c'est pas extrêmement significatif, et ça peut ne pas être suffisant aussi pour briser une cétose nutritionnelle, hein, si ces gens sont assez actifs. Mais on reviendra un petit peu plus loin sur d'autres hypothèses un petit peu plus sérieuses à mon sens, à ce niveau-là. Ensuite, il y a des choses qui sont moins des hypothèses, mais de la description de ce que ces scientifiques ont pu voir chez les Esquimaux. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Il nous explique que quand un Esquimau il attrape un morse, il ouvre immédiatement l'estomac du morse et consomme toutes les palourdes qu'il contient. Et on précise aussi que ces palourdes contiennent du glycogène. Et on le verra plus loin, je vous montrerai un petit peu quel est le taux de glycogène dans les palourdes, hein, c'est autour de 2%. Il nous explique aussi que les Inuits consomment également la peau des baleines et des narvals, qui sont dans les deux cas riches en glycogène, et qu'ils mangent énormément de viande, hein, des énormes quantités de viande. Par rapport à la teneur en glycogène de la peau, du narval, des baleines, etc., on verra là aussi un peu plus loin qu'est-ce qu'il en est. Ils nous disent aussi que les Esquimaux mangent le foie de pratiquement tous les animaux, à l'exception de celui de l'ours polaire, qui est extrêmement riche en vitamine A, donc ça peut vraiment être toxique à des teneurs aussi élevées. Et petit aparté, hein, si vous mangez même du foie de bœuf tous les jours, pendant trop longtemps, vous pouvez quand même avoir des problèmes d'excès. Moi, c'est pas forcément l'excès de vitamine A qui m'inquiète le plus vite, hein, ça peut être le cas dans certains cas, mais c'est plus l'excès de certains minéraux, comme le fer ou le cuivre, chez certaines personnes. Et ce qu'ils nous disent, c'est que le foie de tous ces animaux, il est riche en glycogène.
Et c'est une évidence, hein, le foie des animaux est en général assez riche en glycogène, c'est un réservoir de glycogène. Et évidemment, on nous dira, oui, bon, mais ça c'est valable que si le foie il est frais, le foie c'est qu'une petite partie de la bête, etc. Et évidemment, on va prendre en compte tout ça dans cet exposé. On nous dit aussi, juste en dessous, que quand la nourriture est abondante, l'esquimau il consomme entre 5 et 10 livres ou plus de viande par jour. Donc on parle de livres, pounds, ça représente entre 2,2 et 4,4 kg de viande par jour ou plus. D'accord? Donc prenez 3 kg de viande en moyenne par jour. C'est des quantités qui sont très importantes. Très importantes, même actuellement dans la communauté carnivore, j'en connais pas hein, qui mangent 3-4 kg de viande par jour. Alors évidemment, les Inuits vivent dans un environnement polaire, etc. Il y a beaucoup de paramètres. Mais on peut se poser aussi la question de spécificité génétique chez les Inuits, et on peut aussi se poser la question, et on le fera plus loin, de capacité digestive par rapport à ça. Est-ce qu'ils digèrent absolument toutes les protéines qu'ils mangent? C'est des questions qui méritent d'être posées. C'est intéressant aussi de prendre en compte le fait que les Inuits vivent dans un environnement très froid, où il n'y a pas de bois pour se chauffer, ils n'ont pas de pétrole, hein, ou ils n'en avaient pas en tout cas. Donc leur source de combustible principale, c'était la graisse animale. Donc la graisse animale, elle avait chez eux deux fonctions. Une fonction alimentaire, mais aussi une fonction de combustible. Donc même que vous trouvez pas mal de graisse dans les animaux du Grand Nord, il faut aussi comprendre que les Inuits devaient utiliser cette graisse pour se chauffer, pour cuisiner, et tout un tas de choses, hein. Aussi pour s'éclairer, faut pas oublier qu'il fait nuit, alors c'est pas une nuit, c'est la nuit polaire, hein, c'est pas une nuit noire, mais il fait nuit pendant plusieurs mois dans le cercle arctique. En tout cas, plus vous allez proche du pôle, plus c'est le cas. C'est tous des paramètres qu'il faut garder à l'esprit quand on parle des Inuits et qu'on essaye de comprendre aussi leurs habitudes alimentaires. Ensuite, ils nous disent en gros que le ratio acide gras glucose et protéines, donc en fait le ratio des macronutriments, il est en dessous du niveau qui est communément accepté, en tout cas en 1936, pour la cétogénèse ou la cétose nutritionnelle. Ce qui peut expliquer pourquoi aussi on n'a pas mesuré justement les Inuits en cétose nutritionnelle dans leur environnement. Il nous dit aussi qu'il estime que quand la nourriture est abondante, la diète moyenne d'un Esquimau, elle comprend 30 et 40 grammes de glucides, 250 à 300 grammes de protéines et environ 150 grammes de graisse. Je suis un peu sceptique en fait sur ces chiffres qu'il avance là, qu'il estime, parce que si on prend en fait la teneur en protéines de la viande, de phoque, etc., et qu'on considère ici qu'il consomme entre, admettons, 3 kg de viande à 20% de protéines, on est largement en fait plus haut que ces 250 à 300 grammes de protéines. Donc je ne sais pas si, et ça ils ne le précisent pas, est-ce qu'ils ont justement estimé la perte liée, donc la perte dans les selles, liée à une capacité digestive qui est peut-être insuffisante pour digérer des kilos et des kilos de viande sur un ou deux repas. C'est possible, malheureusement on n'a aucune preuve, donc on fera des estimations aussi plus loin, aussi en se basant sur d'autres études, mais je prends en tout cas ces chiffres avec un petit peu de pincette. Et ils nous disent aussi que ces quantités de viande, elles ont rien d'héroïque, parce qu'il est rapporté que les Yakuts, qui sont eux dans les basses steppes, ils mangent jusqu'à 25 ou 30 livres de viande par jour, parfois. On parle de 11 à 14 kilos de viande chez les Yakuts. Donc imaginez, c'est des quantités astronomiques. Et là, il y a vraiment la question de la digestion. Est-ce que tout est totalement digéré, ou est-ce que le corps trie et priorise certaines parties? Parce que si vous mangez même 10 kilos de viande, à 20% de protéines, ça vous fait 2000 grammes de protéines. 2000 grammes de protéines, je sais que on verra, hein, les Inuits ont certaines adaptations, ils ont un foie plus gros, etc. Mais de là à avoir la capacité à désaminer tout ça, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Donc, il faut se poser la question de la digestibilité, ou est-ce que tout est vraiment absorbé? Ça m'étonnerait beaucoup. Mais là-dessus, on n'a pas de données suffisamment claires pour être certain de ce qu'on raconte. Le deuxième papier d'intérêt que j'ai envie d'aborder avec vous pour poser le cadre, c'est celui-ci, la diète des Indiens du Canada et des Esquimaux. Un papier qui a été écrit en 1952 par H.M. Sinclair du laboratoire de nutrition humaine de l'université d'Oxford. Ce papier s'appuie sur des papiers précédents, des données qui ont été relevées chez les Inuits, etc., etc. C'est un papier qui est assez excellent. Donc le papier nous dit déjà que les Inuits ils diffèrent des Indiens du Nord, comme on l'a évoqué dans l'introduction. Les Esquimaux ils mangent fréquemment leurs aliments crus,
ce qui dégoûte les Indiens. Donc on a déjà cette grosse différence où on a cette consommation de viande crue qui est très fréquente chez les Inuits. Hein. Donc quand on parle d'Inuits ou d'Esquimaux, on parle de la même chose, hein, j'ai envie de dire. Moi j'ajouterais aussi que les Esquimaux ils possèdent des mutations spécifiques sur la CPT1A qui sont extrêmement répandues dans leur population, ce qui n'est pas le cas des Indiens d'Amérique du Nord, comme on le verra dans le podcast suivant. Alors que tous ces deux peuples en fait sont sur des diètes très riches en produits animaux, avec très peu d'hydrates de carbone comparativement, on va dire, aux alimentations qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc ils nous décrivent ensuite comment les choses se passent en hiver chez les Esquimaux, comment est-ce qu'ils mangent. Donc j'ai relevé certains points. Déjà on nous dit que l'hiver arctique il présente des températures de moins 35 degrés Fahrenheit, donc c'est environ moins 37 degrés Celsius. Notez que c'est des températures qui sont largement suffisantes pour stopper ce qu'on appelle la rigor mortis, donc la dégradation du glycogène en lactate typiquement. Donc durant l'hiver arctique, la plupart du temps les températures sont suffisamment froides pour préserver le sucre contenu dans les chairs animales sous forme de glycogène. C'est un point très important, parce que c'est quelque chose qui n'est pas le cas chez nous quand vous consommez une viande que vous avez achetée au supermarché. L'aliment principal durant l'hiver, ils nous apprennent que c'est le phoque. Donc c'est l'animal le plus souvent chassé, le plus souvent consommé, c'est pas le seul, mais c'est le principal. Ils nous expliquent pas mal de choses sur la manière de chasser le phoque, etc. Il y a beaucoup de choses intéressantes, on va pas aller dans tout le détail. Ils nous disent plus loin que le phoque fournit des grandes quantités de combustible pour l'éclairage ou le chauffage. D'accord, un phoque de 200 livres, hein, donc un petit peu moins de 100 kilos, il fournit près de 100 livres de graisse en hiver. Donc notez que cette graisse, elle n'est pas totalement consommée, de loin pas. Hein. Ils en ont besoin pour se chauffer ou s'éclairer, c'est quelque chose qui est important. Ils nous disent en dessous que l'Esquimau, il mange la plupart des parties du phoque, et ça inclut le sang. C'est aussi un aspect important, le sang a certaines particularités. Les Maasai, hein, qui ne sont pas du tout dans le même environnement, mais qui sont sur une diète qui est très riche en produits animaux, consomment aussi le sang de leurs vaches, sans les tuer, en l'occurrence. C'est assez intéressant si vous avez l'occasion de voir comment ils pratiquent tout ça avec un tout petit arc. Enfin, c'est assez étonnant. Et on nous dit juste après que la graisse de phoque, elle n'est pas consommée, sauf en cas de situation extrême. D'accord, donc la graisse pure de phoque, elle est très peu consommée par les Inuits, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de graisse dans l'alimentation, d'accord. Je le précise tout de suite, on verra que la viande de phoque, elle est riche en graisse, donc il y a quand même des lipides dans leur diète, même en grande quantité, mais la graisse pure, le lard de phoque, lui, il est conservé pour d'autres tâches, donc principalement se chauffer et s'éclairer en hiver. Là, ils nous disent que la viande de phoque, elle est très sombre, et on a l'impression qu'elle est très maigre, mais que d'après les analyses qui ont été faites par F.G. Benedict, dans l'étude de Krog & Krog en 1914, elle contient 6 à 10% de lipides. Donc c'est une viande qui a l'air maigre, qui est très sombre, qui n'a pas l'air d'avoir comme ça vous savez, des graisses intercalées entre les fibres musculaires, mais qui contient beaucoup de graisse. Il précise aussi que Rabinovich et Smith, en 1936, ils ont découvert moins de graisse que ça, ils ne précisent pas combien. Donc on peut peut-être partir sur du 6% de lipides dans cette viande. Moi, dans mes calculs, j'ai même été un petit peu plus favorable au camp pro-graisse cétogène en prenant du 8%. Donc ensuite, on nous explique comment ça se passe au printemps. Là, on nous dit que les morses et occasionnellement les baleines ou les cachalots, ils sont chassés dès le printemps, lorsque la glace se retire suffisamment et que la chasse depuis les kayaks, elle est possible. Donc bon, c'est des solides, hein, les Inuits allaient chasser des cachalots et des baleines depuis les kayaks. Vous voyez que c'est des gens qui sont adaptés parfaitement à un environnement, c'est des chasseurs hors pair. On nous dit aussi que d'autres animaux sont chassés au printemps, comme l'ours polaire, mais que son foie toxique, il est consommé ni par les hommes, ni même par les chiens. Un autre papier sur les Inuits, il souligne que ceux-ci consomment les foies de tous les animaux, sauf celui de l'ours polaire, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'autre papier. Plus loin, un petit point intéressant, on nous dit que le bœuf musqué, il était commun au début du XXe siècle, quand ces études elles ont été faites, hein, au début des années 1900, il y avait relativement beaucoup de bœufs musqués, probablement dans le sud de la région où habitent les Inuits, et qui pâturaient dans certaines régions, mais qu'il est devenu beaucoup plus rare. Ils nous expliquent que leur rareté, elle est causée par la facilité avec laquelle les Inuits ont pu les chasser, et ce qui a décimé en fait les troupeaux.
En été, maintenant, on nous dit que la végétation, elle apparaît, probablement pas dans toutes les régions non plus, hein, pour être totalement honnête, et que les Esquimaux, ils se déplacent dans l'intérieur des terres pour chasser, en particulier pour chasser le caribou. On nous dit aussi qu'en été, les Esquimaux, ils cessent d'être strictement carnivores et qu'ils consomment quelques baies, comme la camarine noire, la plaque-bière ou la mûre de l'Arctique, la myrtille, certaines racines et la tige de l'angélique officinale. On verra plus en détail un peu tout ça plus loin. Il y a des baies et des feuilles qui sont conservées pour l'hiver, mais en général, la consommation, elle est peu importante. Évidemment, ça ne représente pas une partie significative. L'idée, c'est pas de vous dire que les Inuits, ils sont quasiment végétariens, c'est de loin pas le cas. Par contre, ce qu'on voit, c'est que même eux, qui sont des chasseurs hors pair, qui vivent dans un environnement où on trouve en abondance de la viande, quand ils en ont l'occasion, ils vont consommer quelques végétaux pour différentes raisons. On peut penser peut-être à l'aspect antiparasitaire de certaines plantes qui peut les aider. On verra plus loin qu'ils sont contaminés par certains parasites, les Inuits. Et évidemment, dès qu'il y a des baies à se mettre sous la dent, ils vont les cueillir. Dans ces régions-là, pour ceux qui ont été se promener dans le Grand Nord, vous savez que durant les mois estivaux, il y a énormément de baies. C'est pas un mythe, hein. Vous pouvez aller vous promener si vous êtes au moment où il y a la fructification et puis que les fruits sont mûrs. Vous pouvez en ramasser des paniers et des paniers, les faire sécher et les conserver pour l'hiver, ce que font les Inuits. Donc là, on va nous parler maintenant des Esquimaux de l'Est, du Groenland, et les Esquimaux de l'Ouest, de la Mackenzie River, qui chassent des phoques, des baleines, et leur aliment le plus important, pour ces Esquimaux polaires, donc là on est chez les Esquimaux les plus au nord, c'est le narwal, qui a un gros pic à la place du nez. Tout le monde a déjà vu un petit peu le narwal. Ils nous disent que toute l'existence des Esquimaux polaires, elle dépend de la capture de cet animal, puisqu'ils en tirent tout ce qui leur est nécessaire pour vivre. Donc c'est vraiment un peuple, là, les Esquimaux polaires, ceux qui sont le plus au nord, qui se base principalement sur la consommation du narwal et sur l'utilisation du narwal pour aussi d'autres fonctions, probablement pour la combustion, pour l'éclairage, etc. Et là, il y a un aspect très intéressant qu'on relève, c'est que la peau du narwal, qui s'appelle le matak ou muktuk selon les traductions dans les différents papiers que j'ai lus, il est très apprécié et il a un goût de noisette, visiblement. On nous dit aussi que cette peau, elle est consommée crue et qu'elle contient des quantités considérables de glycogène, donc de sucre, et d'acide ascorbique, donc de vitamine C. Ils expliquent aussi que la baleine blanche leur est presque autant importante, mais qu'elle est beaucoup plus difficile à chasser, donc qu'ils en consomment moins souvent. Plus loin, on nous dit qu'en période d'abondance, la consommation de 4 kg de viande en un seul repas est une quantité commune. Les Inuits, ils ont tendance à ne pas manger le matin, hein, donc ils sont sur un modèle de jeûne intermittent, ça fera plaisir à certains. La consommation de quantités plus importantes, comme 15 kg, a été observée chez les Inuits. Et là, ils nous disent aussi que les Yakuts de Sibérie, ils mangent 25 à 30 livres par jour. Là aussi, on cite de nouveau ce chiffre, 11 à 14 kg de viande par jour. On relève en passant que 4 kg de viande à 2% de glycogène, c'est 80 grammes de glycogène, rapidement. On verra beaucoup plus en détail tout cet aspect glycogène après. Là, il nous parle d'une consommation aussi de 46 000 calories par jour, parfois chez les Inuits. Donc, toujours relativiser ça, c'est-à-dire que vous pouvez avaler 46 000 calories, maintenant, qu'est-ce que vous allez réellement absorber? Ça, c'est une autre chose qui est très importante. Je ne crois pas que physiologiquement, on soit capable de traiter 46 000 calories, même pour des sportifs d'élite qui alignent tous les paramètres nécessaires. 46 000 calories, c'est absolument gigantesque. Donc, c'est probable qu'une grande partie traverse tout le tube digestif et ressorte dans les selles. Et puis là, il y a un aspect très intéressant qui est évoqué aussi dans ce papier, c'est que les foies des Esquimaux, ils sont souvent plus gros que la norme chez l'être humain. Et que c'est visiblement dû à un stockage accru de glucides. Donc probablement, le plus évident, c'est sous forme de glycogène. C'est-à-dire que les Inuits stockent plus de réserves de glucides dans leur foie. Ils ont un foie plus gros pour cette raison. Donc ce qu'on peut en retirer aussi, c'est que les Inuits, ils semblent compenser la rareté, parfois temporaire, de glucides, par une capacité de stockage qui est accrue pour les glucides. Et ça va totalement à l'encontre, pour moi, de certaines idées, selon lesquelles le fonctionnement cétogène, ce serait le fonctionnement primaire, etc. Parce que ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on est soumis
à une diète pauvre en glucides, l'organisme il essaye de se prémunir la contre en augmentant ses réserves de glucides. C'est en tout cas le cas pour les Inuits. Maintenant, ça peut être dû aux particularités génétiques, comme on en a parlé sur la CPT1A, qu'on abordera en détail, c'est possible, d'accord? C'est pas quelque chose qui forcément est applicable à tous les autres peuples, pour être totalement honnête, mais on peut pas non plus écarter cette possibilité. Et là, il ne le cite pas dans ce papier, mais je crois que c'est cité dans un des papiers qu'on verra plus loin. Comment ils ont estimé que c'était à cause en fait d'un stockage de glycogène accru. Ils se sont rendus compte aussi que lorsqu'ils étudiaient des Inuits et qu'ils les nourrissaient avec beaucoup plus d'hydrates de carbone dans leur diète, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, cette hépatomégalie, ce foie plus gros, il disparaissait en fait. Le foie retrouvait une taille normale dès lors qu'on donnait assez de glucides dans la diète à un Inuit. Plus loin, on nous dit que chez les Esquimaux d'Alaska, le taux de cholestérol sérique il est constamment élevé, ce qui est peu étonnant finalement, et que les études cliniques répétées, elles indiquent une absence presque totale de maladies cardiovasculaires et rénales dans cette population. Donc c'est très intéressant, on a des taux de cholestérol très élevés, comme on peut s'attendre, sur des diètes très riches en produits animaux, mais on n'a pas ce problème de maladies cardiovasculaires qu'on attribue généralement à l'élévation du taux de cholestérol. Donc c'est assez intéressant. On nous dit que certaines données semblent montrer que l'athériosclérose elle est fréquente chez les Esquimaux, par contre, qui consomment notre régime alimentaire. Comme on a discuté avant, ils tolèrent très très mal le passage à une diète occidentale. Mais il n'y a aucune preuve d'athérosclérose dans les régions les plus septentrionales qui ont été visitées par ces scientifiques et où le régime alimentaire de l'Esquimau il était traditionnel, que c'était le véritable régime ancestral avec quasiment uniquement des produits animaux comme on décrit là, quelques baies en été ou qu'on a fait sécher, etc., etc. On nous dit aussi qu'il en va de même pour la tuberculose, le diabète sucré, l'appendicite, le cancer, les caries dentaires, etc. Bien que la tuberculose elle devienne un problème en 1947, probablement à cause justement de l'introduction d'une diète plus occidentale. Par contre, ils nous disent que le parasitisme, y compris la trichinose, sont extrêmement fréquents chez les Inuits. Donc ça paraît assez logique, je veux dire, ils mangent énormément de viande crue, ils consomment très très peu de plantes antiparasitaires, bien qu'ils essayent visiblement d'en intégrer un petit peu certaines plantes. Donc il y a beaucoup de parasitisme, mais le reste en fait, des maladies qui sont évoquées là sont quasiment absentes. Et finalement, on nous dit qu'on peut se représenter le véritable Esquimau, l'Esquimau traditionnel dont on veut parler aujourd'hui, comme une personne qui s'est adaptée avec une efficacité extraordinaire à la subsistance dans l'Arctique, comme un animal carnivore typique, et qui est paisible, extrêmement heureux et en bonne santé, à l'exception de périodes occasionnelles de famine. Mais le contact avec les commerçants, les trappeurs et les missionnaires occidentaux est à l'origine de malnutrition ou de mauvaise santé, comme c'est souvent le cas chez les Indiens. Donc on voit là aussi que lorsqu'un peuple traditionnel abandonne sa diète traditionnelle, on a très fréquemment l'apparition de maladies. Ceux qui n'arrivent pas à s'adapter, en général, ils deviennent soit stériles, soit ils meurent, et puis petit à petit, il reste que ceux qui ont été capables de s'adapter. Ça peut provoquer très rapidement en fait, des changements massifs dans une population qui adopte une diète occidentale. Mais vous voyez que ces arguments du camp vegan qui disent que y a beaucoup de maladies chroniques chez les Inuits, etc., quand vous faites un petit peu le tour de la littérature là-dessus, on a ces deux images. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les Inuits sur leur diète traditionnelle qui n'avaient quasi aucun problème à part un petit peu de parasitisme, les dents très très moulues comme on verra parce qu'ils se les font sur la peau de baleine et de narval, on verra ça plus loin. Et vous avez de l'autre côté, je dirais le discours vegan, végétarien, flexitarien, etc., qui nous dit que les Inuits sont minés par l'athérosclérose, diverses maladies chroniques, alors que, je veux dire, c'est assez malhonnête de le dire, parce qu'en fait, c'est des études qui ont été faites dans des populations inuites qui consommaient des quantités assez importantes de grains, de boîtes de conserve, d'importation depuis l'Occident, etc. Et dans la discussion, ils nous disent que les Esquimaux vivaient d'un régime carnivore, mangeant la viande crue ou légèrement cuite avec un petit peu d'eau de mer, et consommant la tête, la peau, les viscères, la moelle, le sang et le contenu de l'estomac. C'est assez important, c'est des carnivores qui mangent principalement de la viande crue. Parfois, ils la cuisent avec un peu d'eau de mer, donc ils apportent du sodium de cette manière. Souvent, on se pose la question du sodium pour certains peuples, là vous avez une réponse. Mais qui consomment visiblement toutes les parties de la bête, ou presque. Et on mentionne vraiment de manière spécifique la tête, la peau, les viscères, la moelle, le sang et le contenu de l'estomac. Retenez ça parce que c'est des aspects importants quand on va parler de protéines glycosylées, de glycogène et tous ces aspects-là. Donc ils sont pas sur une diète avec 90% de ribeye de bœuf ou de viande hachée, d'accord?
Donc là, on entrevoit déjà certaines petites différences avec certains modèles, et je dis pas que c'est le cas de tous les modèles de diète carnivore qu'on a aujourd'hui, mais il y a quand même certains modèles où c'est beaucoup basé, on va dire, sur l'entrecôte parisienne ou ce genre de choses. Et là, on voit que les Inuits, c'est quand même un peu différent. Le point suivant qu'on va rapidement aborder, c'est celui de la vitamine C chez les Inuits. C'est un thème assez intéressant parce que c'est aussi quelque chose qui est souvent abordé, que ce soit dans les milieux carnivores ou ceux qui veulent attaquer le milieu carnivore en disant que il y a un risque de manquer de vitamine C, et puis on entend plusieurs choses, hein, c'est-à-dire que on va nous dire oui, bon, on trouve quand même de la vitamine C dans certaines parties de la bête, on en trouve dans la viande crue, ce qui est vrai. Et puis on nous dit aussi qu'on a moins besoin de vitamine C que ce qu'on prétend, d'autant plus si on consomme peu de glucides, ce qui est probablement vrai. Maintenant, on a des fois cette tendance aussi à vouloir dire qu'on a besoin finalement de quelques milligrammes de vitamine C. Et j'en ai même entendu dans les milieux carnivores, pourtant des gens qui sont pas forcément des influenceurs, hein, mais peut-être des médecins aussi de ce milieu-là, qui sont allés jusqu'à prétendre qu'on avait besoin de moins qu'un milligramme de vitamine C par jour. Et souvent, on se dit, oui, bon, bah, c'est vrai que typiquement, les Inuits, ils ont quasiment pas de vitamine C dans leur diète, vu qu'ils mangent que des produits animaux. On a déjà vu qu'il y avait un petit peu quand même de végétaux, mais je pense pas que ce soit ça qui soit extrêmement significatif, hormis durant la saison estivale. Mais ce qu'on voit dans ces documents qu'on a ici sous les yeux, c'est que dans les aliments de la diète traditionnelle des Inuits, on trouve de la vitamine C dans certaines parties spécifiques que les Inuits recherchent de manière active. Donc on voit déjà que dans le poisson cru qui a été analysé, excusez-moi, dans les œufs de poisson cru qui ont été analysés de cette espèce qu'on trouve là-bas, il y a environ 50 mg de vitamine C pour 100 grammes. Alors évidemment, ils vont peut-être pas en manger des centaines de grammes par jour hein, de ces œufs de poisson, mais c'est quand même une source assez importante, et c'est probable que quand ils pêchent des poissons femelles qui ont les œufs, ils vont les consommer. Et ça leur fait une source assez importante de vitamine C. On voit aussi que le fameux matak ou muktuk, hein, donc cette peau de baleine ou de narval dont on a parlé tout à l'heure, elle contient, elle, 36 et 31 mg de vitamine C pour 100 grammes. Alors ici, c'est un typo, hein, 10 grammes, là, je suis allé vérifier. Là, ils sont gourés, ils ont bien un zéro dans l'abstract. Euh, donc là, on est aussi sur des teneurs en vitamine C qui sont relativement élevées, parce que comme on va voir, quand ils tuent un narval ou une baleine, et comme on a vu, certains Esquimaux consomment très régulièrement du narval, ils vont obtenir des dizaines de grammes, des dizaines de milligrammes, excusez-moi, de vitamine C de cette manière. On parle aussi du foie du caribou, hein, pour la période estivale où ils vont chasser à l'intérieur des terres, qui contient 23-24 mg de vitamine C pour 100 grammes. Le foie du phoque, ici, un Phoca hispida, 23,8 mg de vitamine C aussi, donc on voit que c'est très similaire. Et on parle aussi justement des myrtilles, hein, typiquement, qui ont 26 mg pour 100 grammes de vitamine C. Donc on voit que des fruits comme les myrtilles, ils n'ont pas forcément beaucoup plus que certains produits animaux, ils en ont même moins que ce qu'on a dans des œufs de poisson, ou du matak, hein, de la peau de narval. Donc le message qu'on doit en retirer, si on veut adopter une diète carnivore, je pense, à l'heure actuelle, je pense pas qu'il faut se voiler la face et aller écouter ces gens qui vous disent qu'on a besoin de moins d'un milligramme par jour. Je pense que ça, c'est peut-être une mauvaise option. Essayez d'obtenir quand même de la vitamine C, au moins via des produits animaux, si vous voulez rester sur une diète carnivore stricte, parce que visiblement, le seul peuple qu'on a sous les yeux, qu'on a eu sous les yeux, qui a adopté une diète quasi purement carnivore, il obtenait quand même quelques dizaines de milligrammes de vitamine C de manière régulière, et probablement que c'est bénéfique, hein, fondamentalement. Et autant je suis quelqu'un qui suis contre l'utilisation de vitamine C à haute dose, 500 mg, 1 g, 2 g, 3 g, de manière chronique, pour différentes raisons, notamment liées aux oxalates, etc. Ça, vous le savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Autant je pense qu'avoir des apports en vitamine C de moins de 10 mg par jour, de manière chronique, parce qu'on consomme que du ribeye ou de l'entrecôte parisienne qu'on a fait cuire, je pense que c'est vraiment pas une bonne chose. Donc pensez à ça, essayez d'obtenir quand même des sources de vitamine C de temps en temps dans votre diète. Si vous restez sur ce type de diète, je pense que c'est quelque chose qui vous sera vraiment favorable. Là, on voit aussi sur la partie droite du tableau une autre étude sur la teneur en vitamine C dans différents aliments qui sont consommés dans ces régions-là. Donc on a les carnberries. Carnberries, je ne sais pas exactement quelle baie c'est des baies qu'on trouve là-bas, hein, qui ont
17 à 22 mg par 100 g de vitamine C. Les blackberries qui en ont 9 et 51. On a d'autres types de plantes qui poussent dans ce coin-là, qui contiennent un peu de vitamine C. Donc là, on est sur des plantes, donc c'est pas des choses qui consomment beaucoup, ça en consomme un petit peu tout de même. Mais on a ici en dessous, en fait, de nouveau la teneur en vitamine C, en milligrammes par 100 grammes, de différentes parties des animaux qui sont consommés de manière régulière par les Inuits. Donc ce qu'on a ici, c'est du phoque, donc le foie de phoque entre 7 et 35 mg. La viande de phoque, il y en a relativement peu, hein, entre 0,5 et 4 mg quand elle est crue. Évidemment, si vous faites cuire une viande, vous avez quasiment plus rien, sauf si elle est vraiment bleue au milieu, on va dire. On voit du reste, quand elle a été bouillie, il n'en reste plus que 0,47 mg par 100 g. Bon, évidemment, comme ils en mangent des kilos, ça fait tout de suite quelques milligrammes quand même. Et on voit ici que dans cette étude, on a aussi analysé la peau du narval, qui contient entre 20 et 32 mg par 100 g de vitamine C. Et ce qu'on voit, c'est quand la peau, elle a été, là ils disent aged, donc elle a maturé, qu'elle a été laissée, parce que vous verrez que les Inuits, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup, ils laissent traîner en fait la viande dans l'environnement, puis ils vont la manger alors qu'elle est un petit peu comme ça maturée, on dirait presque putréfiée ou pourrie chez nous. Évidemment, la vitamine C, elle est quasiment totalement partie, parce qu'elle a protégé la viande pendant un moment contre l'oxydation, et puis elle finit par être complètement épuisée. Et là, on a cette étude aussi sur la vitamine C dans la diète des chasseurs inuits des territoires du Nord-Ouest, qui a aussi analysé le contenu de différentes parties. Donc pour vous dire, moi je me base jamais que sur une étude, hein, et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, donc j'essaie toujours d'avoir plusieurs sources. Après on peut établir des moyennes, etc., puis avoir quelque chose de solide. Donc là on a aussi de nouveau la viande de phoque, ici avec 3 mg. Quand elle est bouillie, là ils ont bouilli que 10 minutes, donc il y en a encore 2,5. Hein, on dit que les Inuits, ils bouillissent légèrement leur viande, donc c'est probablement, ces 10 minutes, c'est probablement quelque chose qu'ils ont observé ici chez les Inuits. Donc il reste un petit peu de milligrammes de vitamine C dans la viande de phoque. Mais ce qu'on voit, c'est que le foie, lui, il en contient beaucoup plus, hein, 35 mg quand il est cru, 13,6 quand il est cuit, quand il est bouilli 10 minutes. Et ici, vous avez le fameux muktuk. Donc là, c'est le matak tout à l'heure, hein, qui est écrit différemment, qui est traduit différemment, ou prononcé différemment. Donc c'est l'épiderme de la baleine beluga, qui ici a 38 mg de vitamine C par 100 g. Il y en a beaucoup moins dans les couches plus profondes. Et gardez ça à l'esprit quand on va parler justement des festins que font les Inuits de Muktuk ou de Matak. On a différentes parties ici de l'ours polaire, du bœuf musqué, du caribou qui contiennent assez peu hein, de vitamine C. Donc on n'a pas le foie du caribou par exemple, mais c'est très probable que le foie du caribou contient autant sinon plus de vitamine C comme on l'a vu dans l'autre étude. On a certains oiseaux là qui contiennent un tout petit peu de vitamine C, c'est peu pertinent pour le reste. Et ce qu'on a ici, c'est des plantes que les Inuits consomment. Donc il y a une racine ici, le mazou qui en contient 21 mg pour 100 g, et puis la sorel de montagne. Sorel, ça doit être l'oseille de montagne, Oxyrea, donc c'est quelque chose plein d'oxalates. Donc voilà, j'imagine que les Inuits en consomment assez peu souvent et en petite quantité, mais qui contiennent de la vitamine C. Hein. Souvent, les plantes qui contiennent beaucoup de vitamine C, elles ont aussi un petit peu d'oxalate. En tout cas, les parties vertes, hein. C'est pas le cas dans les fruits, ou beaucoup moins, mais dans les parties vertes, c'est fréquemment le cas. Donc on va maintenant aller aborder en détail un sujet qui est très important quand on parle des Inuits, c'est la présence de glycogène, c'est-à-dire de sucre, dans les tissus des animaux consommés, dans les chairs des animaux que consomment ces peuples. C'est un point qui est important parce qu'il est souvent balayé rapidement du revers de la main parce que c'est un thème qui a tendance à déranger dans certains milieux où on prône le zéro glucide. Mais pour moi, c'est un thème particulièrement important. Et si on veut construire une diète carnivore, c'est un thème dont il faut tenir compte, je pense, ce qui ne remet évidemment pas en question la possibilité d'avoir une cétose nutritionnelle qui fonctionne, etc., etc. Mais on étudie ici le peuple le plus carnivore qu'on ait connu de mémoire d'homme, et comme on va le voir, c'est une population qui obtenait des quantités significatives de glucides depuis leurs aliments de source animale, comme on l'a vu en fait pour la vitamine C. Donc tout d'abord, on va voir ce papier qui traite des conséquences métaboliques de la plongée chez l'homme et les animaux. Ce papier nous dit que la capacité de plongée, elle est supportée par une fermentation basée sur le glycogène, particulièrement dans les tissus tels que les muscles squelettiques. Les muscles sont coupés de la circulation sanguine durant la plongée par une vasoconstriction périphérique, et leurs capacités anaérobiques définissent les limites du travail physique qui peut être effectué durant la plongée.
Ça parle peut-être pas à tout le monde, ce que je viens de dire là. En résumé, quand vous êtes en plongée, un des facteurs clés pour un mammifère qui a besoin d'oxygène, eh ben, c'est justement le fait que vous ne pouvez pas respirer. Donc en fait, vous subsistez pendant la durée de votre plongée sur l'oxygène que vous aviez au moment de descendre dans l'eau. Donc, si vous avez des cellules qui doivent fonctionner, moins elles vont consommer d'oxygène, mieux c'est. Or, les cellules des animaux et de l'être humain ne peuvent pas produire d'énergie depuis les graisses ou les corps cétoniques sans oxygène. Ce qui fait que certaines cellules doivent absolument avoir du glucose à disposition pour fonctionner dans ce type de contexte particulier, donc la plongée. Et évidemment, des mammifères marins ou d'autres animaux qui doivent effectuer des plongées longue durée, comme on le verra pour les proies favorites des Inuits, eh bien ces animaux doivent avoir des réservoirs de glycogène, de sucre, importants, dans les tissus, d'autant plus que ces tissus sont coupés, en partie en tout cas, de la circulation sanguine par une vasoconstriction périphérique, qui permet en fait d'aiguiller, on va dire, l'oxygène restant et certains nutriments dans des zones qui doivent en avoir à tout prix. Plus loin dans le papier, ils nous disent que ces organes, on parle du cœur et du cerveau dans ce petit passage, donc le cœur et le cerveau doivent tolérer l'anoxie pour de longues durées, l'absence d'oxygène, et stockent typiquement des quantités importantes et peu communes de glycogène pour cette raison. Donc c'est pas une invention de gens qui veulent justifier, je sais pas, le fait qu'ils sont dépendants du sucre, ou voilà, vous connaissez un peu ce blabla qu'on entend souvent. Donc le résumé de tout ça, c'est que les mammifères marins, ils présentent des taux nettement plus élevés de glycogène dans leur tissu, que ce soit la viande, ce qu'on appelle le lard ou le blubber, et la peau, en particulier la peau, comme on le verra. Les Inuits, ils raffolent de ces parties, comme on l'a vu dans les différents papiers, on le verra encore plus loin dans différentes descriptions que des explorateurs font des Inuits. On verra aussi que le glycogène, il est préservé après la mort de l'animal dans ces environnements grâce aux températures qui sont très froides. C'est-à-dire qu'à partir de moins 18 degrés, vous n'avez aucune dégradation du glycogène. Les Inuits consomment plusieurs kilos de viande par jour. On a vu, grosso modo, entre 2 et 10 kilos. C'est un peu les chiffres qui reviennent dans la plupart des études. Et ça représente des apports significatifs en glycogène, comme on le verra quand on va voir le pourcentage de glycogène qu'il y a dans la viande de ces animaux. Donc on a ce papier, par exemple, aussi, qui appuie de nouveau dans ce sens-là. Donc là, on est chez, par exemple, la baleine beluga et le dauphin, où on indique qu'il y a des adaptations rénales, notamment. Donc là, c'est une étude qui porte sur le tissu rénal. Donc on a découvert des larges réservoirs de glycogène dans les tubules de ce tissu chez ces animaux, ces mammifères qui font de la plongée. Vous avez une photo qui montre les réservoirs de glycogène concentrés dans le tissu rénal de ces animaux. Et ils nous disent que ces observations, elles sont similaires à celles qui ont été rapportées par le passé dans d'autres études, ou chez différents types de phoques. Et ils nous disent là aussi que dans chacun de ces cas, ces réservoirs de glycogène, ils doivent aider à la glycolyse anaérobique, ce qu'on a discuté avant, donc la capacité des tissus, des cellules, à fonctionner durant une plongée sans oxygène, en produisant de l'énergie à partir de ces réservoirs de sucre. Et on précise que tout ça, ces adaptations morphologiques, etc., elles supportent les découvertes chimiques de 2 à 3 fois plus de niveau de glycogène observé chez le phoque de Weddell, donc le tissu cardiaque du phoque de Weddell, dans une étude de 1973. Donc on voit que ça concerne largement tous les mammifères marins, dans à peu près tous leurs tissus. Là on a les reins, on a une étude qui parle du muscle cardiaque, on verra après dans le lard de baleine, dans la chair de baleine, etc. Donc c'est quelque chose qui, on ne peut pas simplement le balayer du revers de la main. Il y a beaucoup plus de glycogène chez ces animaux que dans un bœuf ou dans un mouton ou un autre animal que l'on consomme habituellement chez nous. D'autant plus que ce glycogène est préservé, contrairement au glycogène de la viande qu'on consomme ici, où on va justement contrôler la rigor mortis pour rendre la viande plus tendre. Alors on garde un tout petit peu de sucre dans la viande quand on veut faire une viande parfaite, comme ça elle caramélise à la cuisson, mais on est largement en dessous de 1% de glycogène en général dans un steak de bœuf, tandis que là on verra qu'on est plus haut. Là on a une étude très intéressante, donc là c'est de la zoologie. Oui, j'ai été chercher assez loin, mais bon, quand on veut des réponses solides, il faut aller chercher chez les spécialistes d'une question, et là en l'occurrence, c'est une étude qui traite de la composition de la baleine blanche, Physeter catodon,
dans son nom latin. Euh, donc, c'est des animaux, hein, on précise, le mâle, il fait plus de 43 500 kg, et la femelle, 13 500 kg. Donc on a vu hein, qu'ils en mangeaient pas tous les jours, mais imaginez, hein, si occasionnellement vous pouvez harponner une baleine blanche mâle de 40 tonnes, alors il n'y a pas absolument 100% de la bête qui se mange probablement, mais imaginez les réserves de nourriture que ça fait. Je relève aussi ici la capacité de plongée de différentes espèces que j'ai relevées dans différentes études. Pour gagner du temps, on ne va pas passer tout ça en revue, mais le phoque, c'est 20 à 30 minutes en moyenne, la durée de plongée. L'éléphant de mer, 25 minutes, avec un record à 82 minutes qui a été mesuré. Le narval, 25 à 30 minutes. Le cachalot, 60 à 120 minutes. Et le dauphin, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait déjà pourtant des réservoirs tubulaires de glycogène plus importants, 3 à 5 minutes, jusqu'à 15 minutes max. Tout d'abord, là, on va aller voir la partie qui traite de la section du lard du cachalot, de la baleine blanche, excusez-moi, qui est une partie intéressante aussi parce qu'elle elle fait partie de l'alimentation des Inuits. Elle est située justement sous la peau. C'est des parties que les explorateurs décrivent comme étant consommées de préférence par les Inuits. Et ce qu'on voit, donc vous avez ici toutes les parties qui ont été analysées, et vous voyez qu'il y a beaucoup de variabilité. Donc ici, vous avez toutes ces parties analysées, la partie dorsale, antérieure, moyenne, postérieure, donc la partie dorsale, la partie latérale, la partie ventrale. Et vous avez, avec les petits carrés ici, c'est le pourcentage de protéines, en blanc, c'est l'eau, en noir, c'est le glycogène, donc les glucides plutôt, et vous avez les lipides ici, avec des traits diagonaux, on va dire. Donc on voit que ça varie énormément selon les parties. On voit que plus on va vers la queue, visiblement, plus il y a de graisse, mais aussi plus il y a d'hydrates de carbone, donc de glucides, et moins il y a de protéines, avec la partie plutôt antérieure qui contient plus de protéines, beaucoup moins de lipides et beaucoup moins de glucides, bien qu'il y ait certaines parties, vous voyez, avec des teneurs en glucides qui sont assez importantes dans ce lard. Donc ce lard, il fait pas 3 cm d'épais hein, chez une baleine blanche, comme vous pouvez vous imaginer. On parle d'une couche de plusieurs dizaines de centimètres par secteur sur toute la longueur d'une baleine. C'est quelque chose d'assez énorme, qui contient énormément de nutriments, qui contient énormément en tout cas de carburant sous forme de lipides et de glucides. Dans cette étude, la teneur en glucides, elle a été directement mesurée et pas seulement déduite, et ça c'est intéressant parce que c'est des mesures beaucoup plus précises, on n'est pas dans la déduction, on est dans la mesure. Et ils ont trouvé que dans le blubber de baleine, il y avait ils disent des quantités significatives de glucides, qui atteignent entre 8 et 30% du poids mouillé, ce qui est énorme. Hein. Alors 30%, c'est dans des zones bien précises, mais même si on coupe la poire en deux et qu'on prendrait même 15% de glucides, ou peut-être même 12 si vous voulez être ultra conservateur, mais là, réellement, si on coupe la poire en deux, on est à 19%, mais prenons 15. 15%, vous êtes dans une teneur en glucides typique de la plupart des fruits, à savoir que même des pommes ou des oranges, ou les baies, vous avez moins de glucides que ça dans l'aliment. Donc c'est des quantités très importantes de glucides, et ça, on n'en tient pas du tout compte quand on parle de la diète des Inuits. Et on dit que dans certaines régions du corps, les niveaux sont beaucoup plus faibles, donc on a des régions où on a 6% de glucides, et d'autres régions, comme dans la tête, où il y a beaucoup moins de glucides dans le lard, en fait. Donc là, on est à moins de 1% dans cette région-là. Donc on voit que c'est variable, mais avec une moyenne qui est au-dessus de 10% pour le lard de baleine. Ici, vous avez l'épaisseur, hein, on parlait avant de l'épaisseur du lard de baleine, pour vous dire que c'est pas une couche de 2 cm. Vous voyez que le lard de baleine, selon l'âge de la baleine, il y a des baleines adultes, des femelles qui sont en lactation, il y a des jeunes baleines, on a des épaisseurs en millimètres de 160, 144, donc on est à 15 cm, 10 cm, 16 cm, ici 23 cm, 25 cm chez une baleine adulte. Et dans d'autres régions, c'est un petit peu plus faible, on est largement tout le temps, on va dire, entre 10 et 20 cm d'épais, ce qui représente finalement des tonnes de nourriture. Maintenant, dans le muscle locomoteur, donc là on est vraiment dans la viande de baleine. Vous avez ici les différentes régions, et ce qu'on voit, c'est que il y a essentiellement des protéines et de l'eau, avec
Dans certaines parties, un peu plus de graisse, il y a des parties où il n'y a quasiment pas de lipides, il y a des parties où il n'y a quasiment pas de glucides, on a des parties tout de même avec peut-être ici environ 5-6% de glucides, ici peut-être 3 ou 4, mais on voit que dans le muscle, il y en a beaucoup moins. Mais ce qu'ils nous disent ici, c'est que on a ces moyennes-là dans le muscle locomoteur de la baleine avec 26% de protéines, donc c'est un petit peu ce qu'on trouve dans la plupart des viandes, bien que là ce soit plutôt dans le haut de ce qu'on retrouve d'habitude. On a environ 3% de lipides, ce qui est assez faible, hein. C'est une viande assez maigre, la baleine, contrairement au phoque, hein, où on parlait de 6 à 10% dans une étude, un peu moins dans une autre. Et on a environ 1% de glucides. Donc dans le muscle locomoteur, la teneur en glucides, elle est un peu similaire à ce qu'on peut retrouver en général chez d'autres animaux, comme le bœuf ou ce genre de choses. Donc. Mais là, c'est une moyenne, hein. C'est-à-dire qu'il y a des zones où il n'y a pas du tout de glucides, et il y a des zones où il y en a beaucoup plus. D'accord? Donc après, un peuple traditionnel, il peut faire ses propres choix par rapport à ça, il faut bien le comprendre. Quand on a 43 000 kilos de viande, enfin 43 000, on a peut-être 20 tonnes de viande à disposition, on peut choisir ce qu'on mange, peut-être. Et dans cette étude, on nous dit que les taux significatifs de glucides, principalement sous forme de glycogène, probablement, à la fois dans le lard et le muscle, devraient représenter une forme d'énergie instantanée pour la plongée par rapport à la glycolyse anaérobique. Donc là aussi, on vient confirmer un petit peu ce qu'on a vu avant dans des études qui détaillaient un petit peu plus tout ça. On a parlé du narval, hein, qui constituait l'aliment de premier choix pour les Esquimaux polaires, ceux qui habitent le plus au nord. Vogel and Fischer, en 1976, ils ont trouvé des pools de glycogène importants dans certaines parties de cet animal qui ont été étudiées spécifiquement. Et là aussi, on nous dit que ça contribue au maintien du taux de glucose sanguin pendant une plongée, etc. etc. Donc l'idée, elle est répandue, elle est largement acceptée en zoologie. Évidemment, en nutrition, parfois, on ne fait pas le lien avec d'autres domaines de la science. Et c'est important de le faire quand on veut s'intéresser comme ça à des diètes très particulières. Et là, on a cette étude aussi intéressante qui nous explique qu'on a 10 fois plus de glycogène dans les cardiomyocytes, hein, les cellules du muscle cardiaque du phoque, du Groenland, par rapport au rat. On a vu que toutes les parties de la bête étaient consommées, le cœur c'est très probable aussi. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Le phoque du Groenland, on est à 86,25 mg par gramme de glucose au poids sec, hein. Je vous ai fait les conversions, parce que les unités c'était des moles, hein. Ce qui représente 8,63 grammes pour 100 grammes. Donc on est à 8,63% de glycogène dans le muscle cardiaque, mais on est au poids sec. Dans les cardiomyocytes, donc les cellules du muscle cardiaque. Pour comparaison, l'humain, on est environ à 2%. Donc on voit là aussi que le muscle cardiaque du phoque du Groenland, il a plus de glycogène. Ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis on a ce super papier qui m'a été assez difficile de trouver au début. C'est mené par des Danois, hein, qui possèdent encore aujourd'hui le Groenland. On n'est pas sûr que ça dure longtemps, mais c'est un autre sujet. Une étude de la diète et du métabolisme des Esquimaux en 1908 lors d'une expédition au Groenland par les Danois, Krog, hein, les frères Krog, je crois que c'était. Et ce qui nous explique dans ce texte que vous pouvez trouver sur internet, dans les archives du web, on va dire, que vous pouvez lire comme ça, le phoque il contient entre 1,1 et 4% de glycogène, d'après ce qu'il relève, avec une moyenne à environ 2,5% de glycogène dans la viande de phoque en moyenne. On nous dit aussi plus loin dans cette étude que l'épiderme du narval et du rorqual blanc, donc deux mammifères marins qui sont au menu des Esquimaux, l'épiderme, donc la peau, elle a une épaisseur de 12 à 15 mm. Dans la couche cornée, de 2 à 3 mm d'épaisseur, donc vraiment le sommet, et dans la couche la plus profonde, il y a relativement peu de glycogène, mais dans les couches intermédiaires, donc là, la principale partie au milieu, les cellules sont remplies de granulation et de concrétion de glycogène. Ces couches, ainsi que le foie cru des phoques, ont été reconnus par les Esquimaux comme des moyens sûrs de lutter contre le scorbut, et leur valeur thérapeutique a été pleinement confirmée par les médecins du Groenland. Alors, il faut comprendre un truc, hein, cette étude c'est 1908, la vitamine C elle a été isolée 20 ans plus tard. À ce moment-là, on ne comprenait pas vraiment le scorbut. Ils pensaient que le scorbut c'était un manque de sucre. Ça s'est avéré être un manque de vitamine C, en l'occurrence. Et on a vu que la peau des
La peau de ces animaux, hein, le matak, le muktuk, contient à la fois des teneurs élevées en vitamine C, hein, plusieurs dizaines de milligrammes par 100 grammes, mais contient également beaucoup de glycogène, donc plusieurs grammes par 100 grammes. J'ai aussi été lire ce superbe bouquin qui s'appelle Arctic Adventure, écrit par Peter Freuchen, un médecin danois qui a été membre de la 5e expédition Thule, basée sur la péninsule de Melville de 1919 à 1925. Si ce genre de bouquin vous intéresse, vous le trouvez là aussi sur les archives du web. Donc, j'ai relevé 2-3 passages qui sont vraiment des anecdotes très sympas et qui vous montrent certaines choses, pour moi, qui sont importantes. Donc là, c'est quelqu'un qui a vécu avec des Inuits traditionnels, hein, qui a été les étudier. Donc il nous dit que, dans ce passage, à la page 422, le festin commence alors. Le festin est généralement la plaie des indigènes car il dure au moins 2 jours, le minimum pour un bon repas si un Esquimau peut manger autant qu'il veut. Donc comprenez, quand les Esquimaux ils abattent une baleine, comme on va le voir, c'est la fête. C'est la fête, et la fête, ça consiste à manger le plus possible pendant des heures. Ce qu'il nous dit, c'est que donc je poursuis la lecture, hein, le matak d'une baleine est la chose la plus délicieuse du Nord. Il s'agit de l'épiderme énormément développé, dont le goût est similaire à celui des noix, et même un peu meilleur. C'est un rêve à mâcher, et on peut en manger une quantité presque incroyable. Peut-être est-ce dû au fait qu'il s'agit d'un excellent remède contre le scorbut, et qu'il répond à un simple besoin du système. Quoi qu'il en soit, les natifs en mangent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus marcher, plus mâcher, marcher non plus peut-être. Donc les Esquimaux, ils en mangent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus mâcher, hein, tellement ils ont mal aux muscles de la mâchoire, j'imagine. Enfin, ils commencent à découper la baleine pour en conserver la viande et la graisse, le blubber dont on parlait avant, pour l'hiver à venir. Ce n'est pas très agréable à manipuler lorsqu'on a l'estomac plein et prêt à exploser. Donc des anecdotes sympas. Donc ce que vous pouvez voir, et si on prend un peu de recul, on a vu que les Esquimaux avaient un foie plus gros, avec une capacité de stocker le glycogène qui était plus importante, donc il y a peut-être la capacité de stocker 200, 250 grammes, parce que le nôtre c'est environ 150, 180, donc peut-être qu'il y a des Esquimaux, c'est plutôt entre 200 et 300 grammes de glycogène qu'ils peuvent stocker. Donc quand ils font un festin comme ça de matak, ils se remplissent le glycogène hépatique. Et après, tous les jours, ils ont quelques dizaines de grammes de glucides sous forme de glycogène dans leur alimentation, même qu'ils n'ont pas de matak tous les jours, ils ont peut-être un peu de phoque, ils ont des palourdes issues de l'estomac d'un morse ou d'un phoque, etc. Donc cette grosse réserve de glycogène hépatique elle fait qu'ils ont en fait quasiment toujours du glucose à disposition sans devoir tout le temps être en néoglucogénèse, alors probablement qu'ils le sont quand même parce qu'ils ont énormément de protéines dans la diète, mais dans tous les cas, ils n'ont pas besoin de recourir à la cétogénèse. Et de nouveau, on n'a jamais mesuré les Inuits en cétose nutritionnelle dans leur environnement, et bien qu'on les ait mesurés en fait quand on provoque justement une situation de famine, etc. Donc ils ne sont pas complètement incapables de l'être. On en parlera plus en détail quand on parlera de la CPT1A, mais ils ont une capacité largement réduite d'être en cétose, mais ils peuvent quand même l'être. Donc si on les a jamais mesurés dans leur environnement traditionnel, avec leur alimentation traditionnelle, c'est tout simplement que la diète telle qu'ils la consomment, elle n'est pas favorable à la cétose nutritionnelle. On peut penser à la grande quantité de protéines, mais aussi à la présence de glucides de manière assez régulière. Plus loin, dans ce bouquin très intéressant, on nous dit « Peu de temps après, Ulugatok revint vers nous et nous l'aidâmes à apporter une grande quantité de peau de narval ou matak, qui est l'un des mets les plus délicieux que l'on puisse déguster dans le Nord, hein, il nous redit ça. Cette pièce avait été conservée pendant 2 ans, et la décongélation et la congélation l'avaient merveilleusement maturé, l'épiderme était presque libéré du cuir qui le recouvrait, et la graisse était devenue verte comme de l'herbe. » Donc là, on parle hein, de putréfaction, hein, concrètement. Et évidemment, dans une viande qui a été maturée comme ça, qui a dégelé, recongelé, etc., il y a probablement moins, voire beaucoup moins de vitamine C et de glycogène qu'il y en avait à l'origine. Ça, il faut être totalement honnête là-dessus, je pense. C'est important de ne pas vouloir donner un message qui est erroné. Donc plus loin, il nous parle de nouveau du mata, qui nous dit « L'ensemble est extrêmement rafraîchissant et les scientifiques ont déclaré qu'il n'y a pas de meilleur remède contre le scorbut dans le Nord que le matak. Nous avons mangé et rôté pour montrer notre satisfaction, et une fois le matak terminé, nous nous sommes attaqués à la viande congelée sous la peau. La viande de narval doit être consommée crue et congelée, car lorsqu'elle est cuite, elle développe un fort goût de baleine qui est si peu appétissant. » Donc intéressant, hein, on apprend des choses très intéressantes. Certains animaux marins, ils vont les manger intentionnellement crus et congelés, pour que le goût soit meilleur déjà. Mais on voit aussi surtout qu'ils s'attaquent d'abord au matak. D'accord? Donc d'abord à la partie la plus riche en sucre, en glycogène et en vitamine C. Très intéressant.
petit peu à l'opposé de ce qu'on cherche à faire sur une diète carnivore aujourd'hui, hein. On va éviter à tout prix les glucides, et où on se dit que la vitamine C, moins on en a, mieux c'est presque, hein. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas tout le monde qui dit ça, il y en a certains qui conseillent quand même de manger quelques abats, etc. Et je pense que c'est un discours qui est prudent et logique. On revient sur le papier de Krog, donc de l'expédition au Groenland menée par les Danois. Et là, on nous dit la principale et favorite source de nourriture des Esquimaux provient des phoques. Ils consomment la viande, le foie, le sang et une partie de la graisse, hein, donc le lard, le blubber. La viande de phoque est très sombre, presque noire, probablement en raison de sa forte teneur en hémoglobine. À l'état cru, elle contient environ 19% de protéines, elle peut être riche en glycogène, 2 à 4%, et renferme une proportion importante de graisse invisible, 6 à 10%. Les Esquimaux la font simplement bouillir avec un peu de graisse, parfois dans de l'eau de mer. En plus des phoques, ils consomment la viande des rennes, des morses et des baleines. La peau des jeunes baleines est considérée comme un mets de premier choix. Elle a été récemment étudiée par Bertelsen, qui a constaté qu'elle contient une proportion extraordinairement élevée de glycogène. Malheureusement, j'ai absolument pas pu mettre la main sur l'étude de Bertelsen. C'est un peu dommage, c'est une étude qui a été menée au Danemark il y a très longtemps, je pense qu'on doit pouvoir trouver ça dans les archives au Danemark, qui avait visiblement mesuré la teneur exacte du matak de baleine. Ça aurait été intéressant. On relève qu'il parle d'une teneur, enfin d'une proportion extraordinairement élevée. Sachant que dans le blubber, on l'a vu, c'est déjà 8 à 30%. Donc combien il y a de glycogène dans le matak? Probablement autant, sinon plus. Une autre spécialité ou particularité de la diète des Inuits, c'est le kiviak. Le kiviak qui est un plat traditionnel inuit à base de mergules nains, qui sont des oiseaux marins, ou de guillemots fermentés, donc des oiseaux fermentés pendant plusieurs mois dans une peau de phoque. C'est assez spécial, hein. Vous voyez une image ici. En gros, ils abattent des oiseaux, ils les bourrent dans une peau de phoque, et ils les font fermenter pendant plusieurs mois. On nous dit que le kiviak est un plat consommé par les Inuits à la période hivernale, qu'il est riche en graisse, qui peuvent se conserver longtemps de par la fermentation, et que le stockage est pratique dans la peau de phoque. Le kiviak est un mets de qualité pour les Inuits, il est notamment consommé lors des occasions festives comme les mariages, les funérailles ou les anniversaires. Une manière de déguster ce plat consiste à détacher les ailes pour lécher le jus et manger le gras qui les couvre. Après, la chair crue est faisandée et mangée. Une autre manière est de manger la tête de l'oiseau, puis d'aspirer le jus. Voilà, ça nous fait rire, nous, hein, ici, mais comprenez qu'ils font pas ça pour rien, ils en sont pas arrivés à des idées comme ça pour rien. Et la fermentation, on peut appeler ça de la putréfaction d'un côté, une putréfaction contrôlée de matière animale, comme ça, d'animaux entiers, elle apporte différentes choses. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas pour rien. Et on va revenir un petit peu là-dessus. Donc dans ce bouquin qui s'appelle Principes et problèmes en nutrition de Hui, il y a une mention à ça. On nous dit que la pratique des Esquimaux, qui consiste à préserver dans une peau de phoque des carcasses d'oiseaux, permet à certaines protéines de fermenter en glucides. Alors, j'ai beaucoup recherché tout ça, parce que réellement, c'est pas vraiment que les acides aminés fermentent en protéines comme on aurait au niveau de la néoglycogénèse. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé de traces. Maintenant, on va dire que le règne des bactéries, etc., c'est tellement large que c'est pas impossible. Par contre, j'ai trouvé aucune preuve de ça, donc il faut rester prudent. Par contre, ce qui est certain, c'est que toutes les protéines glycosylées, c'est des protéines qui ont des glycanes qui leur sont attachés, et ça représente plus de la moitié des protéines qu'on a dans le corps humain, d'accord? 5 à 7 kg des protéines chez un être humain sont glycosylées, donc contiennent des glycanes, et les glycanes sont des glucides. Sauf que c'est à l'état glycane, c'est des glucides qui sont indigestes, donc en fait c'est des fibres animales. Souvent on vous dit oui, il faut manger des fibres, sinon vous allez mourir. Hein, c'est un peu le discours des véganes. Quand vous mangez des produits animaux, vous avez des fibres sous forme de glycanes qui servent à nourrir le microbiote. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que quand vous faites fermenter ou putréfier des glycanes, ces glycanes sont scindés par le processus de fermentation, par les bactéries, et ça libère des glucides. D'accord? Donc là, vous avez du glucose utilisable et certains métabolites utilisables par l'organisme et absorbables. Du coup, et vous allez me dire, bon, mais oui, si c'est 1% de glucides dans la protéine, ça sert à rien. Le truc, c'est que les protéines glycosylées, elles contiennent différentes quantités de glucose. La protéine glycosylée qui contient le plus de glucose, c'est la mucine 2.
qu'on retrouve dans l'intestin et qui contient 80% de son poids sous forme de glucose, d'accord, de glucides. Donc si vous faites fermenter une telle protéine, vous avez beaucoup de glucose qui est libéré. Donc c'est quasi impossible, je pense, d'estimer quel est l'apport réel de glucides sous cette forme. Hein. Est-ce que c'est vraiment significatif? Est-ce que ça représente quelques grammes? Est-ce que c'est des dizaines de grammes quand ils mangent du kiviak? Je sais pas. En toute sincérité, je sais pas, mais on peut pas non plus fermer les yeux là-dessus. C'est-à-dire que c'est des peuples qui sont dans un environnement où c'est évident que c'est plus difficile d'avoir accès à des glucides. C'est totalement évident. Bien qu'ils en aient accès sous forme de glycogène, mais visiblement ils ont en plus développé certaines méthodes très particulières. Ça ne se développe pas comme ça, vous n'avez pas cette idée qui vient comme ça du jour au lendemain. Surtout qu'au tout début, vous devez quand même vous poser la question de ce que vous êtes en train de faire quand vous buvez un jus d'oiseau fermenté depuis 12 mois. Enfin, j'espère que tout le monde est d'accord là. En tout cas, les premiers qui ont fait ça, c'est quand même du spécial. Mais visiblement, ils en ont retiré un avantage, vu qu'ils ont continué à le faire et que c'est devenu quelque chose de traditionnel. Et l'un des avantages, ça peut être le suivant, hein, c'est que vous avez une dégradation des glycanes qui libèrent du glucose. C'est une des explications possibles. Les autres explications, c'est que la fermentation des acides aminés, elle, si elle ne produit pas directement du glucose, elle va produire notamment du lactate. Et le lactate, il est absorbable au niveau digestif, et il permet une néoglucogénèse moins coûteuse et qui produit moins de déchets que la néoglucogénèse à partir des acides aminés, donc des protéines. Donc c'est très intéressant, on voit qu'il y a chez les Inuits la recherche de méthodes pour se faciliter la vie, en fait, pour réduire, je dirais, l'impact ou la demande de travail sur leur foie au niveau de la néoglucogénèse, quelque chose qui est complètement ignoré dans les sphères carnivores, où on va simplement vous dire, oui, le foie peut produire tout le glucose qu'il veut, etc. C'est pas aussi simple que ça, hein. C'est-à-dire que c'est un processus qui est taxant, qui n'est pas optimal, et quand votre corps il est obligé de faire ça pour produire du sucre, il va faire en sorte de devoir en consommer le moins possible dans son fonctionnement, donc en général il va baisser le fonctionnement. Évidemment, si vous êtes en cétose nutritionnelle, vous allez au moins en partie, et même en grande partie, briser ce problème. Donc c'est là que la cétose nutritionnelle elle est très intéressante si vous manquez de glucides, et pour moi elle est beaucoup plus efficace que la néoglucogénèse, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de glucides à proximité, il vaut mieux manger très gras que très protéiné pour un être humain. On avait parlé plus haut de la consommation de palourdes hein, dans les estomacs des phoques, etc. Il y a des papiers qui mentionnent aussi qu'ils vont pêcher entre guillemets, des palourdes dans certains secteurs, sous la glace, etc. Donc il y a du glycogène dans la plupart des coquillages marins. Vous avez ici les quantités de glycogène qu'on peut trouver. En moyenne, c'est à peu près 2,2% du poids de la chair qui est constituée de glycogène. Donc c'est là aussi une source qui est non négligeable. Bien sûr, 2,2%, c'est pas 10%, mais vous êtes juste 3 fois plus bas que la plupart des baies, en fait. Donc on n'est pas sur des 0%, de loin pas. Et vous voyez que certaines de ces palourdes, ou de ces coquillages, ils en ont beaucoup plus. Hein. Il y en a certains qui montent, on voit ici, jusqu'à 10%, mais avec des moyennes ici autour de 2,2. Puis là, on a une autre étude hein, ici qui a analysé le contenu du glycogène dans différents coquillages marins. Et ce qu'on voit en gros, c'est que dans les parties les plus qui constituent la plus grosse partie de l'animal, parce que là il y a un petit peu tout plein de petites parties qui sont analysées, mais en général c'est ce qu'on appelle le pied, qui est la plus grosse partie pour la grande partie de ces coquillages. Ce qu'on voit en général, c'est qu'on est proche de 2% au minimum en moyenne. Et puis on a le pied, c'est en noir ici. Hein. Vous avez plus de 4% de glycogène dans certains de ces coquillages. Ici, il y a juste un petit peu plus de 2%. Ici, vous en avez un petit peu moins que 4%. Et puis, dans certaines autres variétés, on est en dessous de 2%, mais on est toujours au-dessus d'1,5% dans les parties principales. Et ici, pour comparaison, dans la table numéro 4, ici, vous avez la teneur en glycogène dans du bœuf. On est à 1% à la mort, donc on voit que le bœuf a beaucoup moins de glycogène, en tout cas 2 à 3 fois moins de glycogène que du phoque par exemple, mais qu'une fois qu'il est passé à travers la rigor mortis, on est en général en dessous de 1%, on voit 0,2 à 0,5, 0,6, 0,1, donc c'est des teneurs vraiment négligeables dans du bœuf. Et ça, c'est des différences qui sont notables entre une diète carnivore actuelle et une diète telle que les Inuits menaient. Ces papiers que j'ai été chercher et qui traitent vraiment de la chimie et de la biochimie du muscle, ils nous expliquent que la rigor mortis, elle est complétée plus rapidement à des températures plus élevées dans la température de 15 à 37 degrés, donc des températures ambiantes chez nous.
Donc en fait, la dégradation du glycogène, elle survient assez rapidement sous un climat tempéré ou chaud. Et on voit que ça tient beaucoup plus long, en fait, quand les températures sont plus faibles. Et là c'est des études qui vont jusqu'à 15 degrés. Par contre, plus loin, on nous dit que la congélation, elle stoppe le métabolisme post-mortem, donc la rigor mortis, mais seulement à partir de moins 18 degrés ou de températures plus basses. Donc est-ce qu'il fait tout le temps moins 18 ou plus bas chez les Inuits? Non, on va voir après quel est le climat un petit peu dans ces régions. Mais une grande partie de l'année, c'est le cas. D'accord? Une très grande partie de l'année, c'est un congélateur qui est plus froid que moins 18 dans leur environnement. Et j'ai trouvé un autre papier là qui est intéressant, qui nous explique aussi que chez la baleine, pour des raisons qui ne sont pas vraiment expliquées, la rigor mortis, elle est beaucoup plus lente, d'accord, chez la baleine que chez d'autres espèces animales. Donc c'est assez intéressant. Il y a visiblement d'autres mécanismes dans les cellules de ce mammifère marin en particulier, c'est peut-être pas le cas des autres, mais qui fait que le glycogène se préserve mieux. Alors quel est le climat finalement chez ces Inuits? On parle de moins 18 pour stopper complètement la rigor mortis. Donc ici, vous avez par exemple la température moyenne à Grisfjord. Donc vous voyez qu'au mois de janvier, la température elle évolue entre moins 26 et moins 33, février moins 28 à moins 35, on continue avec moins 25 à moins 32, donc là ça fait 3 mois où il fait suffisamment froid pour qu'il n'y ait pas du tout de rigor mortis. En avril, on va dire que la quasi-totalité du mois c'est pareil. Puis après on a mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, où on a des températures où il peut y avoir un petit peu de cette dégradation du glycogène. Ça va dépendre des jours, ça va dépendre du moment, mais c'est le cas. Par contre, c'est aussi des périodes où vous allez commencer à trouver des baies ou ce genre de choses. Et on doit aussi tenir compte du fait qu'ils consomment aussi de la viande fraîche. Et puis on voit que dès le mois de novembre, décembre, là on est de nouveau dans des températures qui sont beaucoup plus froides. On a fait un peu le tour de toutes ces données, et sur cette base, j'ai voulu en fait faire des estimations macronutritionnelles quotidiennes pour les Inuits. Il y en a qui ont été faites, comme on a vu dans certaines études, mais en fouillant tout ça, je me suis rendu compte qu'ils ne tenaient pas vraiment compte des données qu'on a en zoologie sur la teneur en glycogène, etc. etc. C'est souvent des estimations. Une partie d'entre elles ont aussi inclus des aliments d'origine occidentale, ce qui explique qu'on voyait des fois des centaines de grammes de glucides, alors, ce qui est pas logique quand on compte des pommes de terre dans la diète des Inuits. Mais du coup, j'ai voulu refaire tout ça et sur la base de tout ce qu'on a vu maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces estimations, ça reste des estimations. C'est pas ultra précis. Ça ne tient pas compte de la dégradation partielle du glycogène, que ce soit par la cuisson, alors on voit qu'ils cuisent pas longtemps, donc ça doit être assez faible, ou de la maturation, donc une viande qui a traîné pendant plusieurs mois, si elle n'a pas fait suffisamment froid, elle aura perdu du glycogène, donc ça c'est évident. Mais l'impact de la dégradation du glycogène, il est largement réduit par le fait que les Inuits ils consomment leur viande généralement crue, ou peu cuite, et que les températures elles sont très froides en règle générale, en tout cas 6 mois par année, elles sont suffisamment basses pour pas qu'il y ait de rigor mortis ou de dégradation du glycogène. Ça ne tient pas non plus compte, à l'opposé, de la libération de glucides et de lactates par putréfaction ou fermentation. Ces protéines glycosylées, la mucine 2, toutes ces protéines dont on a parlé, dans des aliments comme le kiviak, ou même tout simplement dans de la viande qui est justement, qui a fermenté, qui a putréfié. Donc si une viande elle a commencé à fermenter au fil des mois parce qu'il ne fait pas assez froid, on va perdre du glycogène, mais on va gagner un petit peu de glucides ou de lactates de cette manière. Mais ça reste des quantités évidemment qui sont pas énorme, de loin pas, mais dont on doit, qu'on doit garder à l'esprit, je pense, quand on fait ces calculs. Ça tient pas compte non plus de la consommation de tubercules et de racines de l'Arctique, qui a été rapportée par des explorateurs et qui a encore lieu aujourd'hui. Donc, quand on parle de ces tubercules et racines de l'Arctique, on parle par exemple de ce qu'ils appellent les you-pig potatoes dans certaines régions, ou les mouse food, donc la nourriture de souris, ou ligesget, je crois que c'est dans leur langage à eux. Donc c'est des tout petits tubercules comme ça, qui visiblement contiennent des glucides, mais qui contiennent aussi évidemment des fibres, etc. Et qui font partie en fait des plats traditionnels chez les Esquimaux. Donc c'est difficile d'estimer quelle quantité ça représente, j'ai pas non plus trouvé d'analyse macronutritionnelle précise de ces aliments-là, mais on peut estimer qu'il y a une petite proportion de glucides qui vient de cette manière. Donc on voit que il y a des effets dont je ne tiens pas compte qui probablement réduisent la teneur en glucides, et il y en a qui l'augmentent un petit peu. Moi j'estime que tous ces effets, comme ils sont difficiles à calculer, on peut estimer qu'ils s'annulent au moins partiellement. Donc pour ces raisons, je pense que c'est raisonnable d'admettre une marge d'erreur d'environ 20% sur les valeurs dont je vais parler. Ces estimations, et ça c'est très important, elles concernent les quantités avalées. Comme je vous ai dit plus tôt, je n'ai trouvé aucune info solide sur les quantités qui ne sont pas absorbées, qui sortent sous forme d'excréments, et qui sont potentiellement significatives, vu que les Inuits consomment des kilos de viande,
J'ai jamais fait l'essai, hein, peut-être qu'il y en a qui peuvent témoigner. Est-ce que vous avez déjà fait l'essai de manger 4 ou 5 kilos de viande sur un repas? Qu'est-ce qui se passe au niveau digestif si vous le faites comme ça tous les jours pendant une semaine? Je ne sais pas si, je sais pas si c'est quelque chose qu'il faut faire avec notre physiologie à nous. Visiblement, les Inuits le font. Après, on n'a pas cette hérédité-là, en tout cas la plupart d'entre nous. Mais c'est des thématiques voilà, qui comptent quand même. Donc on arrive à ce tableau que j'ai constitué où il y a plusieurs repas, des modèles de diète journalière que j'ai fait de manière simplifiée et évidemment approximative. Et je vous ai mis la teneur en grammes, en lipides, en glucides, en protéines, et le pourcentage que ça représente en fait d'apport énergétique dans la diète. Et tout en bas, en vert, je vous ai mis un petit peu le Ceto Carni 2025 typique. Donc j'ai mis, alors certains diront que c'est pas juste, de toute façon il y a 15 façons de le faire. Je vous ai mis 350 grammes de ribeye, 350 grammes de viande hachée de bœuf, 100 grammes de beurre, 6 œufs. C'est un petit peu des trucs assez standards qu'on voit régulièrement sur ce type de diète. Donc déjà, le premier modèle de diète que je vous ai mis, c'est un repas typique que j'ai mis hors saison chaude, avec une estimation minimale des apports. Donc on a pris 2,5 kg de viande de phoque à 2% de glycogène. Donc j'ai pris l'estimation basse du glycogène chez le phoque et la quantité la plus basse qui est rapportée, donc 2,5 kg. Là c'était 2,2 kg, j'ai pris 2,5 kg, on est à peu près là autour. Et j'ai rajouté 20 grammes de lard de phoque parce qu'ils en ajoutent un petit peu, visiblement parfois dans l'eau de cuisson. On est sur environ 3800 calories, allez pas calculer ça à la calorie près, c'est ridicule et impossible, mais on est à peu près là-dessus. Ça nous donne environ 210 grammes de lipides sur la journée, 50 grammes de glucides, 475 grammes de protéines, ce qui est vraiment beaucoup. Mais on voit que les Inuits, ils ont cette tendance-là à avoir beaucoup de protéines dans leur diète. Maintenant, probablement que si y a un macronutriment qui est moins absorbé que les autres, vu les quantités consommées, c'est probablement les protéines. Donc là, je vous ai vraiment mis le pourcentage d'apport énergétique sur ce qui est avalé. Donc on est à 46% de lipides, 5% de glucides et 49% de protéines. Et on verra que c'est un petit peu le repas le plus faible en glucides, mais on est quand même à 50 grammes de glucides, donc on est bien plus haut que ce qu'on recommande habituellement sur certaines diètes de ce type-là. Et il faut tenir compte du fait que, de nouveau, je pense que les protéines sont partiellement non absorbées, et probablement du coup que la diète, elle contient en pourcentage plus de glucides et de lipides surtout. Donc on a peut-être une diète réellement qui est à 40% de l'apport journalier en protéines, peut-être même moins, peut-être 35 ou 40, ce qui correspondait un petit peu à ce qu'on considère comme le max chez l'être humain. Peut-être que les Inuits ont une facilité que nous on n'a pas, donc peut-être que 40-45 c'est possible. Et peut-être que les lipides c'est 50%, puis les glucides 6% sur ce repas. Après je vous ai mis à nouveau un repas typique hors saison chaude, mais là en prenant une estimation moyenne. Donc là on était très conservateur, en étant favorable plutôt au camp cétocarnie, on va dire. Puis là j'ai mis plutôt une estimation moyenne sur toutes les données que j'ai eues. Donc j'ai pris 3,8 kg de viande de phoque à 2,5% de glycogène, 200 g de foie à 8%. On est sur 6000 calories, ce qui est beaucoup. Mais on voit qu'on a rapporté jusqu'à 46 000 calories à ingurgiter en 24 heures chez certains Inuits, dans certains papiers. Et évidemment, de nouveau, tout n'est probablement pas absorbé. Maintenant, si tout n'est pas absorbé, qu'est-ce qui n'est pas absorbé? Je pense que c'est ce qui est en excès, et ce qui est en excès, c'est pas les glucides en l'occurrence là. Donc là, on a 301 grammes de lipides, on a environ 111 grammes de glucides et 760 grammes de protéines. On est sur des ratios à peu près similaires, on voit que les glucides, ça représente 7%, 49% de prot, 44% de lipides. Probablement que les protes ne sont pas totalement absorbés, on est peut-être plutôt à 40% finalement, ce qui mettrait les glucides autour de 10%, puis les lipides autour de 50% peut-être, ce qui paraîtrait assez raisonnable comme ça. C'est peut-être même encore moins absorbé que ça, les protéines, on peut pas être sûr malheureusement de tout ça. Mais bon, à 111 grammes de glucides dans la journée, vous avez quasiment couvert en fait vos besoins physiologiques minimaux. Hein. On est quand même pas, voilà, c'est juste pas suffisant. Il y a encore besoin de néoglycogénèse, etc., etc. Mais 111 grammes, c'est significatif et c'est pas étonnant du coup qu'on ne les mesure pas en cétose nutritionnelle, hein, avec 111 grammes de glucides dans la journée et puis autant de protéines. La troisième case, la troisième ligne, elle parle en saison chaude d'un repas typique avec 2 kg de phoque à 2,5%, 500 g de coquillage à 2,2%, 300 g de baies diverses pour environ 3700 calories. Donc là, on est à 170 g de lipides, 79 g de glucides et 505 g de protéines. Là aussi, c'est très probable que les protes ne soient pas complètement absorbés, etc., etc. Le repas suivant, bah, c'est un festin finalement de matak de baleine. 6 kg de matak sur peut-être 24 heures, où ils mâchouillent ça, comme l'ont rapporté les explorateurs.
j'ai pris 8% de glycogène dans le matak, ce qui est vraiment l'estimation la plus faible, hein. Franchement, vu ce qui est décrit et vu la teneur en glycogène dans le lard de baleine juste en dessous, on est probablement au-dessus de 30%, d'accord? Mais même en prenant 8% à 6 kg, vous êtes à 480 grammes de glucides. Malheureusement, on n'a pas les données sur les lipides et les protéines. Il y a probablement, enfin, c'est même certain, il y a un petit peu de lipides, il y aura à coup sûr des protéines aussi. Mais vous voyez, 480 grammes de glucides, vous remplissez totalement votre glycogène hépatique. Comme on a discuté avant, en plus il est plus gros, ça vous fait des réserves pour plusieurs jours, vu que tous les jours vous avez entre 50 et 100 grammes de glucides. Et le dernier modèle de repas que j'ai mis, c'est un peu la baleine au congèle, hein, donc la baleine congelée qu'on a chassée quelques jours, quelques semaines avant. On a 1 kg de lard de baleine, avec une moyenne de 19% de glycogène, on a 2 kg de viande, du muscle locomoteur de baleine, voilà, j'ai pris toutes ces données de l'étude qu'on a eue en haut, à 1% environ de glucides. On est sur 6400 calories, donc un apport important. On a 358 grammes de lipides, 210 grammes de glucides, 676 grammes de protéines. Là aussi, vu l'apport en protéines, c'est probable qu'une grande partie ne soit pas digérée et absorbée. Mais on est à 46% de lipides, 13% de glucides, 41% de protéines. Là, les protéines, ça descend peut-être à 35-30%, donc on est peut-être à 15% de glucides et un petit peu plus de 50% de lipides. En comparaison, le cétocarnie typique, en général, on vise en dessous de 30% de protéines. Après, il y en a certains qui sont pour du hyperprot. Comme je vous ai dit, si je devais faire une diète carnie à l'heure actuelle, je viserais plutôt des quantités importantes de lipides pour m'assurer d'être en cétose nutritionnelle. Parce que être sans glucides et ne pas être en cétose, je pense que c'est le pire endroit, il ne faut pas être là, quoi. Donc sur la diète cétocarnie 2025, j'ai calculé environ 287 grammes de lipides, 196 grammes de protéines, et puis les glucides, on est à 4 grammes. D'accord, on est extrêmement bas, donc c'est un petit peu ce qu'on cherche, hein, c'est être en dessous de 20 grammes dans ces diètes-là, même des fois en dessous de 10 grammes, le plus proche de 0 possible. Donc c'est des estimations qui sont assez, je pense, assez justes de dire qu'on est à 4 grammes. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence entre la diète des Inuits traditionnelle et celle de la diète carnivore un petit peu moderne, où on a au moins 10 fois moins de glucides, peut-être même 20 à 30 fois moins de glucides. Donc il faut en tenir compte, il faut en tenir compte. La particularité aussi de la diète des Inuits, c'est qu'il y a énormément de protéines, visiblement. Donc quelles sont les différences majeures maintenant entre le carni du 21e siècle et l'Inuit traditionnel? Et ça peut donner des pistes en fait pour constituer ou ajuster un peu une diète carnivore, pour celui qui veut le faire. Alors le carni, déjà, il ne mange pas de végétaux par choix. Que ce soit une bonne idée ou pas, ça c'est un autre sujet. L'Inuit traditionnel, il en mange presque pas, il en mange quand même un peu, mais c'est par obligation. S'il n'en mange pas, c'est qu'il n'en trouve pas. C'est traditionnellement comme ça, c'est-à-dire que dès que c'est la saison, on voit qu'il va essayer de consommer des baies et certaines plantes, probablement pour des propriétés antiparasitaires, qu'il va essayer de faire sécher, d'en avoir pour l'hiver. Peut-être aussi ça donne un peu de goût à son bouillon de phoque. Après, l'attitude actuelle de la diète carnivore, c'est de dire que les glucides, c'est du poison. L'Inuit traditionnel, visiblement, d'après ce qui est rapporté, il les recherche activement, les glucides, en consommant du matak, des baies, le blubber de baleine, etc. En général, la diète carni actuelle, elle est high fat, avec medium prot, on va dire, et quasiment zéro carb, comme on a vu avant. Les tradis Inuit, ils étaient high prot, avec un apport, j'ai mis modéré en graisse comparativement à une diète cétogène. Ça reste un apport élevé comparativement, on va dire, à une diète occidentale ou un petit peu mainstream. Et low carb. Moi, je vais pas vous dire que l'Inuit tradi, il était sur une diète high carb, c'est vraiment pas l'idée. C'est du low carb, mais on est quand même loin du 0 g de glucides. Et quand même, il faut relever que ça, c'est sauf en cas de festin, de matak ou de baie en plein été, où tout d'un coup, les apports en glucides, ils peuvent être beaucoup plus élevés temporairement. Le carni, il mange généralement la viande cuite, c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui sont sur de la viande crue, évidemment. L'Inuit traditionnel, c'est généralement de la viande crue et ou congelée. Ou alors bouillie une dizaine de minutes avec un peu d'eau salée. Le carni, il mange de la viande de ruminant, qui est riche plutôt en graisse saturée et monoinsaturée, tandis que l'Inuit traditionnel, il a une viande de mammifère marin qui contient des quantités très élevées d'acides gras oméga 3, ce qui à mon sens n'est pas une bonne chose pour un être humain dans des quantités autant élevées, et ça peut expliquer les adaptations génétiques sur la CPT1A, comme on verra dans un podcast ultérieur. Donc je suis pas en train de vous dire de manger des grosses quantités de PUFA, mais c'est une différence qu'il faut relever, qui est très spécifique et qui a probablement mené certaines adaptations génétiques chez les Inuits, qui sont pourtant défavorables à la cétose. Notre carni actuel, ils consomment en général pas de viande qui a été traditionnellement putréfiée. Il y en a peut-être qui le font, hein, j'en ai connu un ou deux qui m'ont dit qu'ils faisaient fermenter de la viande comme ça. Donc je sais que ça existe, mais on va dire que c'est pas commun.
Tandis que les Inuits, ils ont des techniques traditionnelles de putréfaction contrôlée, et en plus de ça, ils laissent régulièrement traîner de la viande, qu'ils consomment plusieurs mois, on a vu même 2 ans après, qui est carrément verte, donc c'est quelque chose de fréquent. Et le carni actuel, en général, l'attitude c'est de dire qu'aucun végétal il touchera son tube digestif, hein, donc il y a une orthorexie hein, par rapport à ça, tandis que les Inuits tradis, ils utilisent quelques plantes spécifiques si elles sont disponibles. Peut-être, moi je le mets en parenthèse pour les propriétés antiparasitaires, on voit qu'ils sont assez fortement parasités hein, dans différentes études, les Inuits ils l'étaient, ça a été mesuré dans plusieurs papiers qu'on a passé en revue, vous pouvez aller retrouver ces papiers et puis regarder tout ça, si vous voulez le détail, mais c'est quelque chose qui les touche. Donc on arrive un petit peu au bout de cette vidéo, le résumé que j'aimerais faire, moi, c'est que les mammifères marins, ils ont des taux bien plus élevés de glycogène que les autres, le froid extrême de ces régions, ça préserve le glycogène en grande partie, et même totalement si on est en dessous de -18, ce qui est fréquent, c'est quasiment la moitié de l'année dans ces régions. On voit que les Inuits, ils consomment plusieurs kilos de viande par jour, principalement d'animaux marins, qu'ils recherchent les parties les plus riches en glycogène et en vitamine C, et qu'ils en font un festin dès qu'ils le peuvent. Ils utilisent des méthodes de décomposition contrôlée de la viande pour dégrader partiellement les protéines et obtenir des sources digestes, soit de métabolites proches du glucose comme le lactate, soit du glucose de manière directe, en ce qui concerne ce qu'on appelle les protéines glycosylées comme la mucine 2. Les Inuits y consommaient des quantités significatives de glucides, hein, on l'a vu ensemble, qui sont pas énormes, on reste dans du low carb la plupart du temps, mais qui sont bien supérieures à celles typiquement consommées dans une diète carnivore, je dirais du 21e siècle, hein, d'aujourd'hui, qui sont là proches de zéro, donc on n'est vraiment pas du tout dans la même proportion de glucides, ou quantité de glucides. Les Inuits, ils n'étaient pas typiquement en cétose nutritionnelle, c'est assez évident quand on voit leur diète, même si on met de côté l'aspect glucidique, la quantité de protéines est très élevée. Et si vous rajoutez en plus ces apports glucidiques, même qui ne sont pas énormes, c'est assez compréhensible pourquoi les Inuits n'étaient pas en cétose nutritionnelle. Je ne pense pas que ce soit la CPT1A qui explique ça. On verra dans un autre podcast, ils peuvent être en cétose, bien que ce soit moins efficace chez eux que chez un autre. C'est-à-dire qu'ils ont une moins bonne capacité à produire des corps cétoniques, mais c'est pas du 0%, bien que ce soit quand même marqué, hein, cette réduction de leur capacité. Les Inuits, ils consomment des quantités très importantes d'oméga 3, c'est très particulier, des quantités autant élevées. Je pense pas que ce soit une bonne chose, ça a entraîné visiblement des adaptations très très marquées. Je crois que dans l'histoire humaine, on a rarement vu en fait une sélection autant violente sur un gène comme la CPT1A, c'est un sujet qu'on abordera dans le prochain épisode. Donc il s'est passé quelque chose de très très puissant chez les Inuits, il y en a probablement beaucoup qui sont morts parce qu'ils n'étaient pas porteurs de ce gène, ce qui explique pourquoi le gène est aujourd'hui autant répandu, hein. Ils ont quasiment tous cet allèle. Les Inuits consomment des quantités respectables de vitamine C grâce à quelques aliments prisés, donc respectable, on n'est pas sur 1 gramme par jour comme recommandent certains végétariens, d'accord? On est sur quelques dizaines de milligrammes en règle générale, par jour. Avec probablement des jours où il y en a moins, puis des jours où il y en a plus, ça va dépendre. Si vous tombez sur une peau de narval ou de baleine, vous en avez beaucoup plus, et puis il y a des jours où c'est quelques milligrammes. Mais de manière générale, je pense qu'une moyenne à quelques dizaines de milligrammes, elle est logique, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut potentiellement essayer d'atteindre, d'une manière ou d'une autre. Si on veut mener une diète carnivore, on peut le faire avec certains fruits de mer frais, avec certains abats, on n'est pas obligé de manger des tonnes de foie pour ça. Il y a de la vitamine C dans d'autres parties, hein, comme les rognons, ou les glandes surrénales, encore mieux. Donc finalement, les Inuits traditionnels, ils étaient quasiment carnivores, c'est un fait. Ils mangeaient l'essentiel de leur viande crue ou congelée, mais ils étaient loin du zéro glucide, ils utilisaient des méthodes spécifiques de fermentation pour obtenir des bénéfices métaboliques. Ils présentent des adaptations très spécifiques à leur diète, dont on parlera. Ils jouissaient d'une très bonne santé, hormis quelques points de détail comme les infections parasitaires et le fait que leurs dents étaient très régulièrement polies avec l'âge. J'ai pas mentionné ça durant le podcast, vous trouvez ça dans les études que j'ai citées, donc je développe un tout petit coup là, et c'est probablement dû à cette tendance qu'ils ont à ronger la peau des narvals et des baleines, qui est pas propre en fait, elle a du sable dessus, ça a été rapporté dans plusieurs études, donc ils ont parfois les dents qui font plus que quelques millimètres de hauteur, et finalement les Inuits sont un excellent sujet d'étude, mais c'est un très mauvais modèle à mon sens. C'est pas un modèle qu'on doit vouloir suivre, nous, occidentaux. Par contre, c'est intéressant de les étudier et d'essayer d'en retirer quelque chose. Donc voilà, j'arrive au bout de
de cette vidéo sur les Inuits. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Donc on se retrouve prochainement pour une vidéo sur la CPT 1A ou sur autre chose, si je refais une petite vidéo plus courte entre deux comme je l'ai fait récemment. Et je vous souhaite une toute belle journée et puis à tout bientôt. Ciao ciao.